Salut à toutes, salut à tous. Me revoilà pas si longtemps après la dernière vidéo de découverte, a priori, puisque la dernière était assez tardive. On retourne a priori à un format mensuel, avec pour cette fois les découvertes jeux de société de juillet. Alors il faut savoir que début juillet, il y a eu le festival Paris et Ludique, ce qui était l'occasion de plein de découvertes, de plein de très bons moments. Mais dans cette vidéo, je vais revenir que sur les jeux que j'ai pu approfondir ou sur lesquels j'ai suffisamment de choses à dire. Il y en a quelques-uns qui attendront peut-être quelques autres parties, peut-être quelques mois également pour apparaître dans une vidéo. En attendant, si ça vous intéresse, je vous invite à aller écouter l'épisode de Proxy Jeux. On y débriefe le festival avec Julien Deschutes et Cyrus. Ça vous permettra d'avoir des impressions plus rapides sur quand même pas mal de choses qu'on a pu essayer les uns et les autres. Alors, comme toujours, vous commencez à connaître la formule, on va dérouler tout ça par ordre alphabétique. D'abord, on va faire les jeux que j'ai trouvés moyens ou ratés. Ensuite, on va passer aux découvertes plus plaisantes. Et enfin, au top du top. Comme toujours, je m'attarde pas sur les règles, je m'attarde pas sur les détails mécaniques. Je m'attarde vraiment plus sur le ressenti. Je suis pas dans la course aux nouveautés, donc il peut y avoir des choses un peu plus anciennes, voire qui sont pas éditées. Ça va être le cas pour les choses plus anciennes lors de cette vidéo. Je rappelle aussi, comme toujours, que certaines des images utilisées, Alors, il y a beaucoup de choses qui viennent des éditeurs, mais sinon il y a aussi des photos qui sont réalisées par Eric de What's Eric Playing. Il m'a donné son autorisation pour que je les utilise, donc merci. Vous pouvez aller voir son site, je vous mets ça en barre d'infos, vous pouvez aller voir aussi son Instagram. Alors, comme d'habitude, maintenant je vous attends dans les commentaires pour discuter des jeux sélectionnés, ou pour que vous présentiez vos propres découvertes du mois passé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher le petit pouce qui va bien, et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire pour être notifié des sorties des prochaines vidéos. Allez, on va commencer en plongeant dans le bain de caca, ou sans exagérer autant, on va aller vers les jeux qui n'ont pas réussi à me convaincre le mois passé. On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Aïe aïe aïe, alors 2 mois de suite qu'un jeu du trio suisse se retrouve dans cette catégorie du c'est pas ouf. Lors de la dernière vidéo, c'était Maui, que je trouvais vraiment raté de bout en bout. Alors heureusement, Champion c'est un peu plus mitigé, pendant longtemps il a vogué entre le c'est pas mal et le c'est pas ouf, parce que Champion c'est pas un jeu que je déteste, il y a une structure de tournoi où on va à peu près dire le vainqueur des matchs successifs, c'est plutôt pas mal trouvé. Et moi c'est un genre de jeu qui est plutôt ma cam et avec lequel je peux être assez tolérant. Le système de points lui aussi il est plutôt chouette parce qu'il va valoriser le fait de deviner le personnage de chaque manche, et en même temps de aussi essayer de deviner le personnage vainqueur du tournoi complet sans que ça soit essentiel du coup à la victoire. Alors comme souvent, Champion on peut le tuer, on peut tuer le jeu complètement en votant de certaines manières plutôt que de respecter un peu l'esprit du jeu. Mais ce qui vraiment moi le fait tomber dans mon estime et lui a coûté un peu sa place dans la catégorie suivante, c'est que en fait avec des amis on a enchaîné une partie de Profiler puis une de Champion et ça lui a été fatal. Parce que les deux jeux partagent plein de choses, il y a des personnages à comparer vis-à-vis de caractéristiques imposées, il y a aussi une élimination successive des concurrents aux concurrentes. La grosse différence c'est que Champion est compétitif, là où Profiler ça faisait partie des quelques très très bons jeux d'ambiance coopératifs, et je pense d'ailleurs que Profiler il a été relativement précurseur de ce côté-là. Et dans les deux jeux, le cœur c'est pas les points, c'est pas le score, c'est plutôt l'absurdité de comparer des personnages qui sont à peu près incomparables sur des caractéristiques assez loufoques et absurdes. Et là pour le coup je pense que la structure du jeu donne un résultat différent, au-delà de la qualité même d'écriture des caractéristiques. Profiler va plus pousser au débat, aux discussions, parce qu'on va devoir arriver à une solution commune, on va développer du coup des arguments. Champion lui, il va de l'avant. À chaque nouveau match, à chaque nouvelle résolution en fait il nous met face à un nouveau match tout de suite. Et du coup le seul moyen un peu d'aller dans ce sens de la discussion, c'est que les perdants du vote justifient leur choix en disant ah mais non ça aurait pas dû être ça parce que un tel il est plus pertinent parce que... Mais en fait souvent on est déjà passé au match suivant et à se dire pour qui je vais voter. En gros Profiler crée le débat qui va mener au choix alors que Champion peut éventuellement créer la discussion pour justifier un choix mais a posteriori. Et mine de rien ça change tout parce que nos paroles elles ont plus de pouvoir sur ce qui va se passer. Alors Champion pourra vous satisfaire le temps d'un été, je trouve qu'il se prête plutôt bien à cette période de l'année, il a su sortir au bon moment, il a su aussi m'amuser lors de certaines décisions, lors de certaines discussions, mais moi surtout en fait il m'a donné l'envie de rejouer encore et encore à Profiler. C'est vraiment un jeu qui a mis en valeur le génie du jeu de Profiler. Si vous n'avez pas Profiler, essayez vraiment de vous le procurer, je sais qu'il n'est pas forcément facile à trouver, envoyez un peu d'amour à son auteur et à
son éditeur parce que le succès n'a pas été au rendez-vous malheureusement d'un point de vue commercial. Et j'avoue que plutôt que de sortir des trucs qui lui ressemblent en moins bien, moi j'aimerais bien que Profiler il ait une ressortie digne de ce nom qui permettrait enfin au maximum de monde de jouer à ce bijou. Je pense que Space Corp ça doit être le jeu le plus costaud dont j'ai parlé depuis le lancement de ce format. Enfin je dis costaud, disons long en pur terme de durée, parce que finalement il est pas si compliqué que ça dans ses grandes lignes. Et après, bon, même si la vie fait que c'est plus trop le genre de jeu auquel je joue très souvent, faut savoir que moi je me suis considéré comme joueur passionné et que j'ai commencé à m'intéresser un peu au secteur après avoir joué consécutivement à Diplomatie au Trône de Fer, donc des gros jeux quand même. Le Trône de Fer c'est un jeu dont j'ai fait des dizaines de parties lors de mes années de licence. Alors jamais trop touché aux Monster Games, que ce soit les wargames très très longs, j'ai fait du Twilight Struggle vite fait, mais pas trop du Twilight Imperium, etc. Mais disons que c'est plus la vie qui fait que c'est rare. Qu'une vraie volonté de ma part, comme en fait il est rare aussi que je regarde des films de plus de 3 heures ou que je lise des pavés de plus de 1000 pages, hein. C'est quelque chose qui est assez commun dans d'autres univers culturels aussi. Bref, Space Corp c'est un jeu en fait que le Pionfesseur et Percastor avaient essayé lors du Weekend Proxy Jeux, et ils en avaient parlé en faisant un retour assez intriguant, et du coup avec Cyrus on s'est retrouvé un moment avec Percastor tous les trois, et l'occasion était trop belle, et on s'est dit que ce serait le jeu de la journée, hein, puisque après, a priori on joue pas grand chose d'autre quand on joue à Space Corp, et alors honnêtement, alors il y a des petits points de règle à la con, il y a une aide de jeu un peu relou et pas forcément qui aide pas beaucoup, mais honnêtement le cœur du jeu c'est vraiment l'utilisation de cartes pour faire des actions qui sont assez logiques au vu du thème, ça va être voyager, explorer, ce genre de trucs, et dans Space Corp donc ouais on va explorer des planètes, on va explorer aussi des satellites, on va explorer des systèmes, on va exploiter ces planètes, on va construire des trucs dessus, peut-être qu'on va rencontrer des aliens aussi, tout ça vous le devinez, hein, comme souvent dans ces jeux c'est parce qu'on est des genres de méga corporations qui sont dirigées par des simili Elon Musk, et qu'on veut gagner des points. Et oui, on veut toujours gagner des points, notamment en remplissant des objectifs divers et variés. Et d'ailleurs, cette résolution d'objectifs, c'est en général ce qui va mener à l'ère suivante, parce que dans Space Corp, on se situe dans le long terme, comme l'indique le nom, de 2025 à 2300, il y a vraiment 3 actes au jeu qui vont petit à petit refléter l'éloignement progressif de la Terre et aussi l'évolution des technologies qui vont permettre cet éloignement. Il faut savoir que à chaque changement d'air, on va changer de plateau. On va aussi changer de paquet de cartes, et on va rajouter des règles ici et là. C'est un jeu qui est censé en fait prendre de l'ampleur, donner un peu une espèce de vertige des distances qu'on arrive à franchir et qui augmente petit à petit avec les années. La réalité malheureusement elle est un peu autre. Moi j'ai pas trop ressenti cet effet de crescendo, cet effet de vertige, parce qu'en fait la puissance de nos actions, donc le voyage et compagnie, ça progresse plus ou moins à la même vitesse que les obstacles à franchir, que ce soit en termes de distance, en termes de force d'exploitation, on va pouvoir aller beaucoup plus loin quand on nous demande d'aller beaucoup plus loin. Du coup, on se retrouve quand même plus ou moins, à quelques nuances près, à faire à peu près la même chose, tout le temps sur les 4 ou 5 heures de jeu. Alors, faut savoir que ça peut être réduit aussi, on n'est pas obligé de jouer les 3 actes, on peut commencer au 2e ou s'arrêter à la fin du 2e, ce genre de truc. Alors dans l'absolu, presque tous les tours sont vraiment rapides. En plus, c'est un jeu qui propose quand même un peu d'interaction, parce qu'on peut aller utiliser les structures des autres, on peut aussi créer un peu de concurrence sur certains des secteurs ou certaines des planètes, mais je trouve que ce qu'on fait fondamentalement à son tour, je trouve pas ça assez intéressant ni assez varié pour que mon intérêt soit maintenu aussi longtemps. D'autant que en fait à cette dynamique globale qui mène un peu à l'ennui de mon côté, il y a une première phase qui est là pour faire un peu tuto. La 3e, c'est une phase qui est beaucoup plus statique et qui perd un petit peu justement toute l'interaction qu'on peut avoir dans les 2 premières phases. On va beaucoup moins se piquer les emplacements. Alors certes, c'est un côté assez thématique, le côté beaucoup plus statique, beaucoup plus lent, vu que les distances sont beaucoup plus grandes, qu'on a une échelle beaucoup plus grande et que du coup on voit moins les déplacements. Mais la réalité des faits en termes de jeu, c'est que c'est un peu mollasson, je trouve. En plus, dans ce 3e acte, on rajoute le système de colonie. Je trouve que le jeu est assez droit au but, encore une fois il est pas trop compliqué, mais je trouve que le système de colonie qu'on rajoute, c'est un truc très très brouillon, très boursouflé, la manière dont on a les points de colonie et tout, ça apporte pas vraiment grand chose, donc on tombe finalement dans un truc qui va déborder un peu sans forcément réussir à tirer parti de ce foisonnement en termes d'émotions ressenties. Il y a autre chose, c'est que, je l'ai dit, Space Corp c'est un jeu qui se base sur ses cartes, puisque c'est ça qui va nous permettre des actions. C'est vraiment les cartes qui sont au cœur du système de jeu, alors on va les récupérer par certaines actions qui je crois sont la recherche, on peut en placer certaines en actions permanentes qui vont nous apporter des bonus quand on fait telle ou telle action, on va pouvoir s'en séparer, et en vrai, sur un jeu qui est aussi riche, on aimerait pouvoir aller dans la direction qu'on a choisie, et se dire, je veux faire ça, le jeu va m'en donner la possibilité. Alors ok, il y a l'aléa de la pioche, et ça moi c'est quelque chose que j'aime pas les jeux à information connue où on prévoit un truc et on est sûr de pouvoir y aller, où il faut juste optimiser comment y aller. Moi je trouve que l'aléa c'est ce qui permet d'amener de la vie à la partie, de forcer un peu le joueur ou la joueuse à s'adapter, donc très bien, mais le truc c'est que, surtout sur des jeux de ce calibre là, faut trouver l'équilibre en fait, pour que à la fois ça apporte de la vie, mais que ce soit pas
aussi punitif que je trouve ça a pu l'être. Là, dans cette partie-là, pour une des personnes autour de la table, notamment autour de la 3e ère, le pauvre, c'est Cyrus, que je salue, j'ai l'impression que moi je m'ennuyais, mais que lui ça a été la torture, cette 3e ère, parce qu'en fait, il est resté bloqué, parce que la pioche, et pourtant il provoquait cette pioche, hein, il l'allait chercher, et ben en fait il est resté coincé en attendant un truc précis, qui n'est jamais arrivé, et en plus il pouvait pas en profiter ni chez moi, ni chez Père Castor. Donc voilà, tu fais des efforts, t'essaies de provoquer le truc, mais la vérité, c'est que les tours ils s'enchaînent et que les cartes elles s'acharnent et que tu passes en fait un tiers du jeu immobile. Franchement, c'est relou quoi. Alors je suis ravi d'avoir pu essayer Space Corp, sa promesse d'exploration spatiale à long terme à différentes échelles. Je vous avoue que si l'occasion se présente et que je suis spécialement motivé à ce moment-là, pourquoi pas lui redonner une chance, surtout qu'encore une fois, le cœur de jeu, il est assez évident, je pense qu'en plus je serai vite dans des pantoufles et que je retrouverai vite des habitudes de jeu, mais j'ai l'impression quand même que cette promesse-là, malgré plein de trucs qui sont en effet intéressants et qui sont en fait des promesses et qui méritent d'être découverts, je trouve que ça tombe un peu à plat malheureusement, notamment il y a quand même cette promesse là du changement de dynamique avec le changement de plateau à chacun des actes. Je trouve que ça se réalise pas non plus vraiment, qu'il y a quelques ajouts mais que ça change pas fondamentalement les sensations de jeu, et du coup en fait 4 ou 5 heures à faire des trucs qui se ressemblent et qui moi m'ont pas paru assez intéressants, c'est trop long et moi ça a provoqué surtout de l'ennui. Allez, on change de format et on va passer assez vite sur celui-ci parce qu'en fait il fait partie des jeux sur lesquels il n'y a malheureusement pas des masses de discours à produire, alors que par exemple Space Corp il y avait plein de choses à en dire. Sur les traces de Darwin, c'est un jeu qui est bien sûr très joli, il y a des petites annotations du livret de règles, il y a le livret d'appendice qui est aussi bienvenu, et je retiens surtout une chose, c'est que moi j'aime bien les jeux qui permettent de laisser de côté plein de pans du jeu pour se focaliser sur une ou deux choses, et l'idée de se spécialiser, parce que ça permet justement, selon les parties, d'aborder des parties sous différents angles, de tester de nouvelles choses, plutôt les objectifs, plutôt les boussoles avec les cartes, plutôt ce genre de trucs quoi. Et sur les traces de Darwin, clairement il est là-dedans, et ça c'est plutôt cool. Mais passer ça, je vous avoue que malheureusement c'est un jeu qui me procure que dalle en termes d'émotion. Je pourrais un peu comparer ça au sentiment que j'avais sur Tokaido Duo, sur lequel j'avais râlé l'an dernier, parce que c'est vraiment des jeux qui manquent justement d'enjeu. Si tu perds, t'es pas frustré, si tu gagnes, tu sens aucune gratification, et tu déroules le jeu de manière un peu tac automatique, et t'as pas vraiment le sentiment d'avoir de vraies prises en fait sur ce qui se passe dans la partie. Alors sur les traces de Darwin, c'est pas autant le cas que dans le jeu d'Antoine Boza. Là, ce qu'on fait, c'est effectivement quand même nos choix, c'est pas juste parce que le dé a indiqué qu'on avancerait de 3, mais je vous avoue qu'ils paraissent quand même très anecdotiques, les choix paraissent assez évidents, sans que ce qui les motive ou que la réalisation soit bien passionnant non plus. Il y a un peu ce système de rondelles qui peut parfois être utilisé de blocage face à l'adversaire, surtout quand on joue à 2, mais il y a énormément de souplesse, donc en fait, pas tant que ça, et franchement, quoi qu'il en soit, on va trouver à peu près chaussure à son pied, même si c'est pas exactement le meilleur truc qu'on voulait. Alors ok, je l'ai dit, on peut se spécialiser, mais dans l'absolu, ça va pas changer grand chose à la façon dont on joue, si ce n'est que peut-être, on va plus éliminer des tuiles, on va plus finir avec des tuiles superposées à une partie qu'à une autre. Bon voilà, et puis les façons de marquer des points, donc j'ai dit qu'elles étaient variées et qu'on peut se spécialiser, mais chacune d'entre elles, c'est des trucs ultra convenus, c'est un amalgame de trucs vu et déjà revu. Je vais m'arrêter là, comme dit, les tours, effectivement, il n'y a pas de temps mort, ça s'enchaîne. Il y a plein de jeux qui s'enchaînent et qui sont meilleurs et que je préfère. Parce que moi, même s'il n'y a pas de temps mort, j'ai l'impression de m'ennuyer pendant toute ma partie. Parce que je suis pas impliqué en fait dans ma partie. Alors je connais pas le travail de Mathieu Verdier, donc je pourrais pas faire de comparaison, mais je vous avoue que moi, pour le coup, je suis assez déçu de voir Grégory Grard dans ce projet qui est, je trouve, un peu fadasse. Parce que Grégory Grard, c'est le mec qui a fait Momalin, qui moi est toujours un de mes jeux préférés des dernières années. C'est un jeu qui avait dynamité aussi un peu les jeux à la Codenames, justement, en proposant une expérience vraiment originale autour de ce système. Et c'est dommage parce que, en partant sur les traces de Darwin, aux quatre coins du monde, nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir un peu plus de saveur, un peu plus d'épices, un peu plus de surprises, et pas un plat tout fade comme il s'est révélé l'être. Et lui non plus, je vais pas m'attarder dessus outre mesure, c'est sans doute, je pense, l'expérience la plus désagréable du mois. Alors, juste pour commencer, pour poser les bases, faut savoir que moi, même si une partie de temps à autre, ok, pourquoi pas, mais je suis pas le plus grand fan de Terraforming Mars qui soit, du tout. J'avoue que j'ai du mal, moi, à comprendre comment il a pu atteindre cette popularité et à exploser un peu le public qu'il est censé viser et atteindre tellement de monde. Tant mieux, ma foi, mais moi, j'ai pas l'amour que beaucoup de gens ont pour ce jeu, mais à la limite, peu importe, on s'en fout, juste partons avec cette base. Et par contre, alors malgré le côté très opaque du jeu, notamment en termes d'iconographie et tout, quand on le découvre, j'adore Race for the Galaxy. Et clairement ici, je trouve qu'on est beaucoup plus dans cette filiation, et donc dans la filiation Race for the Galaxy, San Juan, Puerto Rico et compagnie, que dans celle de Terraforming Mars. Alors ok, les conditions de fin de partie c'est les mêmes, il y a des cartes,
il y a des ressources, il y a des microbes, mais parlons en termes de ressenti de jeu, de sentiment de jeu, d'émotion, même de mécanique, de cœur du jeu, c'est quand même assez éloigné, je trouve. Et clairement, je pense que ça n'a pas été présenté comme ça, mais qu'on pouvait le sentir comme ça. C'est pas un terraforming light, c'est quand même relativement long. Peut-être pas autant que Terraforming Mars, mais le prenez pas comme un Terraforming Mars plus court, et c'est notamment beaucoup plus long qu'un Rise for the Galaxy pour rester un peu dans cette filiation. Le rythme du jeu d'ailleurs, au-delà de la durée de la partie, c'est un rythme pas très intéressant, pas folichon. Il y a certains tours qui s'éternisent un peu quand on fait des petits combos machin truc, on regarde des trucs à gauche à droite, même si je trouve que dans l'ensemble, il y a un plateau personnel avec pas mal de pistes qui permettent notamment au niveau des revenus, de facilement synthétiser les informations, ça c'est plutôt cool, sinon ce serait l'enfer. Alors c'était déjà un reproche qui était fait à Terraforming Mars, c'était la lenteur de la mise en place du moteur, c'est Prélude qui venait corriger un petit peu ça. Alors ici je sais pas si c'est spécialement cette phase-là qui est longuette, mais la partie, elle dure trop longtemps, elle est trop répétitive pour ce qu'elle a vraiment à offrir en termes de plaisir de jeu. L'autre problème principal, c'est qu'en fait la phase cruciale du jeu, celle du choix d'action, qui est donc c'est la même que dans Race for the Galaxy, elle est pas très intéressante, parce que normalement dans ce type de jeu, c'est une phase qui crée de l'interaction. On va chacun choisir son action, chacune choisir son action de son côté, et on va réfléchir à ce que veut faire l'autre. Ce qui fait qu'on va regarder un peu le tableau de l'autre. Qu'est-ce que cette personne risque de faire pour en profiter de l'action? Qu'est-ce que moi je peux déclencher sans que ça profite trop à mon adversaire? Surtout dans une configuration à 2, c'est celle-ci dans laquelle j'ai joué. Normalement, on fait tout ça. Dans ce genre de jeu Earth, on fait un petit peu ça. Carnegie, on fait ça. Race, on fait super ça. Et si non. En fait, c'était complètement osef. Chacun, on faisait notre truc de notre côté. Vers la fin, tous les deux, on faisait un enchaînement au même moment des phases de production et d'action, parce qu'en fait, on s'en foutait. En fait, quoi qu'on fasse, l'autre allait faire ce qu'il voulait à peu près. On n'avait pas grand-chose de mieux à faire. La phase de recherche qui permet justement d'aller chercher les cartes qui vont permettre de créer son moteur, rapidement, elle perd de son intérêt parce qu'on a des revenus qui permettent d'avoir des cartes d'autres manières. Et j'imagine que du coup, il y a un peu ce côté-là où une fois que notre moteur il est en place, le moteur de l'autre, on s'en fout un peu. On va pas essayer de le gripper, on va surtout essayer de faire tourner le nôtre au maximum, et que le fait de désavantager l'autre, justement, de un peu mettre des bâtons dans les roues du moteur de l'autre, ça donne l'impression que c'est trop peu intéressant par rapport à ce que nous on gagnerait juste en continuant sur notre lancée. À Race Expedition, du coup, je trouve que ça apporte pas grand chose nulle part, ça apporte rien au choix d'action à la Race for the Galaxy, il arrive même à le rendre sans enjeu et pas très intéressant alors que c'est un système qui a fait ses preuves. Il apporte rien non plus à Terraforming Mars, il apporte rien non plus de manière globale au jeu à construction de moteur. Moi je m'ennuie, je tourne en rond, je me répète, jusqu'à ce que j'arrive au bout de la partie et que je me dise tout ça pour ça, bon, ok. C'était Race Expedition. Rejouer plutôt à Race for the Galaxy, ok, c'est relou de s'y mettre, ça c'est évident, mais au moins ce système il est mis au bon endroit pour pouvoir produire les bonnes dynamiques de jeu, et c'est pas un système qui est un truc qui a été collé, parce que c'est pas mal de surfer sur la licence de Terraforming Mars et de vendre des boîtes sans faire preuve d'originalité. Effectivement, c'est un peu plus simple que de faire un jeu qui a du sens. Comme le mois dernier, je vais finir cette partie par quelques jeux dont j'ai pas plus que quelques phrases à dire. Celui-là, je l'ai essayé en marge de Paris Ludique. J'ai trouvé qu'Almost Innocent, il a le mérite de bien intégrer la coopération au sein de son jeu de déduction. Reste que c'est surtout un genre de jeu qui me convient pas, même si clairement la coopération ça évite un peu l'humiliation. Il y a des choses malines, mais j'y prends pas de plaisir particulier. Même si, j'ai fait juste une partie avec le jeu de base, je sais qu'il y a une progression du jeu potentiel à considérer si vous aimez ça, et qui apporte peut-être d'autres choses. Et aussi, et ça c'est un problème un peu plus grave que moi qui n'aime pas trop ce genre, c'est que j'ai jamais trouvé de sens à mes actions. Je trouve que l'intégration thématique elle est un peu claquée, elle est faite un peu n'importe comment, et du coup en fait le fait de pas trouver de sens du tout, ça m'éloigne un peu des mécaniques et de savoir pourquoi je pose telle question plutôt que telle autre. Si vous kiffez ce genre de jeu, jetez-y quand même un œil, il a le mérite effectivement de proposer un peu de coopération et une forme d'originalité. Alors celui-ci me paraît plus dispensable, même si vous aimez le genre des jeux à cocher. Il reprend la fameuse mécanique de croisement des pistes de Rajas of the Gange qui a été reprise par Ark Nova, et en gros on va cocher des trucs qui vont nous faire progresser ici ou là, et peut-être parfois faire quelques combos, il y a quelques effets en cascade, mais bon, tout ça c'est déjà vu, c'est déjà joué, c'est déjà ressenti, il n'y a pas de petits plus ni dans les différentes parties de la feuille, les différents mini-jeux, il n'y en a aucun qui tire un peu son épingle du jeu, ni dans la mécanique de choix d'action qui est vraiment très classique aussi. C'est encore une fois un peu comme Terraforming Mars, un jeu qui fait que surfer sur son aîné sans vraiment prouver qu'il mérite d'exister au-delà de ça. Voilà, on a fini avec les déceptions ou les choses que j'ai pas appréciées pour diverses raisons à différents niveaux. On peut donc tranquillement passer à la partie la plus longue de la vidéo, c'est les jeux que j'ai aimés, que j'ai trouvé intéressants. Cool.
trouve que Mandu Games a une production qui est assez prometteuse. Ils sont derrière le merveilleux Jekyll vs Hyde, ils devraient aussi ressortir Open, dont je vous parlais le mois dernier dans les tops, et normalement d'ici la fin d'année, ou peut-être l'année prochaine, je sais pas, on devrait aussi avoir Dracula vs Van Helsing, je vous en parlerai celui-là le mois prochain, et on devrait aussi avoir un spin-off coopératif de Jekyll vs Hyde, dont je suis assez curieux, et également, donc, il devrait sortir une version de 12 Chip Trick, un peu modifiée par rapport à la version originale. La première modification qui est évidente, c'est le format, puisque c'est un jeu qui est sorti en 2022, qui je crois était à un game market japonais, il était proposé dans un tout petit sachet plastique avec juste quelques jetons rouges et noirs, en plus évidemment des règles. Alors là, on devrait quand même garder une boîte de taille raisonnable, hein, si j'en crois ce que j'ai vu comme image, ça devrait pas être complètement surédité, mais voilà, il va y avoir des beaux jetons, peut-être un petit jeton de poker, une jolie boîte, effectivement la couve est chouette, ce genre de truc qui arrive souvent quand un jeu est édité, mais surtout, ce qui va changer, c'est que 12 Chip Trick, c'était un jeu exclusivement à 3 joueurs ou joueuses. Et là, Mandu Games, eux, ils disent que ça va être de 2 à 4. Sans doute, parce que c'est plus simple à vendre. Du coup, j'imagine qu'ils rajoutent des jetons, je crois, pour jouer à 4, mais ils gardent quand même le nom du jeu 12 Chip Trick, alors qu'en fait, il y en aura peut-être 16, soit. Et alors, en fait, à 2, puisqu'il est arrivé sur BGA, j'ai pu essayer à 2, en fait, c'est une version à 3 quand même, parce qu'en fait, il rajoute un bot. Donc, voilà, et qui participe un peu avec les deux autres personnes autour de la table. Je suis pas bien convaincu de ces choix en termes de plaisir de jeu, j'ai l'impression que c'est plus une manœuvre éditoriale pour vendre, mais ainsi soit-il. 12 Chip Trick, c'est tout petit, mais c'est, je trouve, assez malin. Le but, c'est de gagner 3 manches, et pour ça, on va faire des tours de table en posant des jetons avec un feeling de jeu de pli, mais pas tout à fait non plus. Les jetons dont je parlais, ils sont de 2 couleurs, donc ils sont noirs de 1 à 3 et de 10 à 12. Donc ça fait 6 jetons noirs, il y a aussi 6 jetons rouges qui sont donc de 4 à 9. Et chacun ou chacune, on va placer à notre tour un jeton. On peut mettre la couleur qu'on veut, il n'y a pas de suivi à la couleur comme il y a souvent dans les jeux de pli. Et juste, quand on a posé chacun ou chacune un jeton, la plus haute valeur l'emporte. Dans ce cas-là, la personne qui a gagné le pli va récupérer un jeton qui a été joué, pas forcément le sien, et qui va aller dans ses points fixes. Par exemple, si je récupère le 6, ça me fait 6 points. Et donc, je me suis débarrassé d'un jeton de ma main, j'en ai plus que 3 que je peux jouer. Les autres joueurs ou joueuses, dans le sens horaire, vont récupérer les jetons qui restent sur la table, mais elles et eux, ils vont pas les mettre dans leurs points, ils vont les reprendre en main. Il y a aussi un petit truc en plus quand on récupère ces jetons, c'est que s'il reste du rouge sur la table, on est obligé de le prendre en priorité. Tant qu'il y a du rouge, on doit prendre du rouge. S'il y a plusieurs rouges, on choisit parmi les rouges qu'on prend. Et tout ça, on fait ça jusqu'à ce qu'une personne ait placé ses 4 jetons dans sa file de points, entre guillemets, et donc en fait ait gagné 4 plis. Et pourquoi on fait tout ça ? Pourquoi on met des trucs dans notre file de points et compagnie ? Parce qu'en fait, à la fin de la main, donc quand quelqu'un s'est débarrassé de ses 4 jetons, les mains des personnes qui n'ont pas fini, donc à qui restait des jetons en main, elles sont révélées, et on va additionner toutes les valeurs pour chaque joueur ou joueuse, donc vraiment ce qu'il y avait dans la main, plus ce qui a déjà été révélé et récupéré. Et là c'est un peu comme dans le blackjack, il faut être le ou la plus proche de 21 points mais sans les dépasser, sauf si tout le monde dépasse les 21 points, dans ce cas-là il faut avoir plus de points que les autres. De là, vous imaginez un peu les dynamiques qu'on va avoir, parfois un peu répétitives, et parfois on n'a aussi pas l'impression d'avancer, de faire un peu des pas en avant et des pas en arrière, et je trouve que le contrôle est aussi assez limité, ou bien il intervient, en fait c'est pas qu'il est limité, c'est qu'il intervient vraiment à des moments assez précis. Mais je trouve que les moments où il intervient c'est assez cool, parce que ça peut être pour forcer quelqu'un à prendre telle valeur, ou ça peut être des moments où on se dit je vais pas réussir à faire moins de 21, je vais essayer de faire exploser les autres et d'avoir plus qu'eux ou elles. C'est voilà, et puis il y a aussi une question de tempo, puisqu'on va des fois essayer de récupérer les valeurs maîtresses, donc le 11, le 12, pour récupérer les plis au bon moment, pour essayer de rééquilibrer un peu son score. Il faut savoir par contre s'en débarrasser au bon moment, parce que 12 points c'est beaucoup. Il y a vraiment un vrai sens du tempo, que évidemment on va pas toujours maîtriser, mais je trouve vraiment intéressant qu'on ait cette sensation dans un jeu qui est dans sa proposition matérielle aussi réduite. Et alors par contre, on est aussi dans un jeu où après quelques tours, les informations en fait elles sont connues, il n'y a que 12 jetons si on est à 3, et où du coup on voit ce que pose chacun ou chacune, ce qu'on récupère, et finalement il n'y a que les choix des personnes autour de la table qui vont pouvoir un peu changer la donne. On peut quand même faire tous les embranchements de décision, on peut précisément savoir la valeur que possède chaque joueur ou joueuse au total, et je sais, ça vous commencez à le savoir après plusieurs vidéos, mais moi ça m'éloigne un petit peu en termes de plaisir de jeu, j'aime pas ça les jeux à information complète. Heureusement, je sais pas si c'est par chance ou parce que le design du jeu le favorise, pour le moment, même si le fait que le calcul, on le fait assez vite, et des fois on le fait parce qu'il peut être utile. Dans les débuts de partie, j'ai jamais été tenté en fait de prendre le temps de tout compter, ce qui est quelque chose qui m'arrive souvent quand j'ai la possibilité de le faire, je sais que mon esprit va avoir tendance à vouloir le faire et ça m'énerve. Personnellement, j'espère que ça va rester comme ça,
notamment dans la version physique, parce que sinon c'est vraiment la porte ouverte à une façon de jouer dont je suis vraiment pas client et que j'aimerais pas, mais en tout cas pour le moment 12 Chip Trick, j'aime plutôt la proposition. On a commencé avec les jeux de pli ou assimilés avec 12 Chip Trick et on va pas s'arrêter, hein. Et oui, on va poursuivre avec un jeu que j'étais bien curieux d'essayer depuis sa sortie à peu près. Il y avait des retours plutôt positifs, mais il y avait aussi des remarques plutôt mitigées, donc je voulais un peu me faire mon avis, sachant que moi je considère l'auteur, donc Peer Sylvester, comme un des auteurs contemporains à suivre, parce que j'adore The King is Dead. Je suis toujours intéressé par ses propositions, j'ai envie de jouer à tout ce qu'il a fait dans sa vie. Et alors effectivement, comme dans beaucoup de retours que j'avais entendus ou lus, clairement, on est plutôt dans un jeu un peu à l'européenne, de conquête de territoire de majorité, qui va utiliser des règles de jeu de pli, plutôt que dans un jeu de pli qui va se marier avec des mécaniques annexes. Le jeu de pli est plutôt annexe à la proposition globale plus que l'inverse. Alors déjà on est dans de la suite non forcée, du may follow, on peut jouer la carte qu'on veut à son tour, on s'en fout des couleurs, enfin on s'en fout pas mais voilà, c'est pas important vis-à-vis du suivi de couleurs. Mais bon, ça à la limite, hein, c'est pas le premier ni le dernier jeu de pli qui fonctionne ainsi, hein. Il y en a quand même pas mal maintenant. Il y a autre chose qu'il n'est pas le seul à faire, c'est que si on gagne le pli, on va faire une action, globalement on va jouer sur la majorité, sur des territoires, on va se placer, etc. en Irlande, mais si on perd le pli, ou en tout cas si on ne le gagne pas, donc toutes les personnes qui ne gagnent pas le pli, vont bénéficier d'une action qui en fait, circonstanciellement, à certains moments, va être potentiellement plus intéressante que celle qu'on aurait fait en gagnant le pli. Donc voilà, c'est une manœuvre classique pour éviter de dire t'as perdu le pli, t'es perdant. En fait, c'est pas forcément perdant, tu fais autre chose. Et c'est aussi une manœuvre assez classique pour donner de l'importance en fait aux différentes cartes et qu'en gros le 1 soit pas juste moins bien que le 18. Et en plus, quand on choisit la carte qu'on va jouer, ça offre un choix supplémentaire assez classique en termes de ressenti de choix, mais on se dit je vais jouer ça m'empêche de gagner, mais en même temps j'ai envie de faire ça à ce moment-là, donc l'action qui est là, elle m'intéresse. Voilà, bon, quelque chose d'assez classique. Et donc tout ça, je l'ai dit, hein, c'est pour faire surtout de la majorité à différents endroits du plateau, que ce soit dans les positions sur le territoire irlandais, mais aussi il y a la lutte contre les Vikings, aussi on va essayer de se positionner vis-à-vis du clergé, également vis-à-vis du fait de se marier. Et dans l'ensemble, la partie que j'ai fait, moi on a joué à 4, c'est plus celle d'un jeu assez classique du genre, que vraiment quelque chose où on va faire attention aux coupes, on va faire attention aux cartes majeures déjà jouées, des dynamiques qu'on a souvent dans les jeux de pli, hein, de manière plus ou moins prononcée, mais ça peut quand même intervenir ponctuellement, notamment en fin de manche, et notamment ça peut être un élément assez important pour être sûr de gagner le pli. On peut se dire là pouf, les cartes majeures sont tombées, je sais que je vais gagner le pli donc je peux jouer ça. Mais c'est plus, je trouve, un à côté que l'essence vraiment de Brian Boru. Et dans l'absolu, le fait que ce soit surtout un jeu de pli, surtout un jeu de conquête, on s'en fout un peu. Moi, ce que je veux, c'est avoir du plaisir en jouant et avoir des sensations. Notamment aussi parce que moi, j'y allais avec cette attente-là, avec les retours des camarades. Je savais que ça allait pas être un pur jeu de pli. C'est étonnant, je trouve que c'est quand même assez agréable. Je dis étonnant parce que y a rien de bien nouveau, que ce soit dans les propositions de mécanique, dans leur agencement non plus. Il y a tout qui est assez évident, et pour peu qu'on soit un peu habitué, les règles vraiment sont ultra simples. Il y a cette espèce de classicisme du coup, mais il y a tout qui se rencontre plutôt bien. Et aussi, je pense qu'on est dans cette catégorie de jeu qui me propose exactement la fenêtre de choix que j'apprécie, un peu comme un Shakespeare ou des trucs comme ça. J'ai l'impression d'être actif, que les décisions que je prends, il y a des conséquences. Comme dans tous les jeux de majorité, il y a une interaction qui est quand même assez forte, il y a du blocage, il y a de la taquinerie, on peut bloquer des adjacences et tout, ça c'est quelque chose que moi j'aime bien, vous le savez, l'interaction. Mais d'un autre côté, il y a quand même pas mal d'inconnus, pour que je sois pas bloqué dans mes choix. Je suis pas là à me dire là le meilleur coup c'est ça. Non, je joue un peu au feeling et ça me va bien. Alors c'est beaucoup moins marquant pour moi que Le Roi est mort. C'est plus un jeu assez anecdotique. Moi je suis assez client des visuels de désolé pour la prononciation, mais d'Erdre Debara, qui je crois ont divisé, mais moi c'est plutôt ma cam. Alors c'est pas un jeu où je vais me relever la nuit pour penser à ma partie, je pense même pas l'acquérir à vrai dire, je pense qu'il va vite tomber dans l'oubli, mais en fait juste j'ai passé un bon moment, et si jamais on me propose d'autres parties, j'accepterai avec grand plaisir. On va rester un moment avec Peer Sylvester, le temps d'un autre jeu qui est lui sorti en 2017, c'est l'Expédition perdue, qui se base sur la recherche de la cité de Z. Par ailleurs je vous conseille le film de James Gray qui traite du même sujet. On est dans un jeu qui peut se jouer tout seul, qui peut se jouer en coopération, qui peut se jouer en compétition. Vous savez, ça c'est aussi d'un point de vue marketing et communication, dire vous pouvez y jouer de toutes les manières que vous voulez. Moi j'ai joué qu'en solo ou à 2 en coop, et j'ai pas encore gagné de partie à l'heure où j'enregistre. C'est des règles assez simples, même si elles sont pas aussi faciles à aborder qu'elles pourraient l'être, par rapport en fait à leur facilité réelle. En gros, on va essayer de progresser vers la cité, en surmontant des dangers qu'on va rencontrer sur le chemin, et il faut qu'au moins une des personnes qu'on contrôle, qui fait partie de l'expédition, y arrive en vie. On peut perdre 2 aventuriers sur 3, si un arrive, c'est bon. Mais c'est bon, mais c'est pas une mince affaire. Parce que pour ça, en gros, ça va se passer avec des cartes qu'on va placer, piocher, organiser et résoudre dans un certain ordre.
Et en fait, chaque tour va être un peu un petit puzzle où on va essayer d'optimiser. Même si on ne pourra jamais l'optimiser entièrement, on va chercher le parcours parfait qui va nous permettre de progresser en subissant le moins. C'est très rare d'y arriver. Et en fait, même si on y arrive, ça veut dire que le tour suivant, il va être sûrement désastreux parce qu'il y a une espèce d'équilibre dans l'ensemble des cartes qui fait que on ne pourra pas avoir des parcours parfaits tout le temps. Moi, j'aime bien la manière dont donc ça se passe. Il y a chaque jour, il y a le matin et le soir, et en fait, les deux parties du même jour fonctionnent différemment en termes de résolution des cartes. Et mine de rien, ça pousse à envisager les choix sous un autre angle, parce qu'on va pas résoudre de la même manière, et donc ça permet d'apporter un peu de variété au sein du jeu, de pas être totalement dans un truc répétitif. Il y a des effets de cartes qui sont aussi assez variés, ça permet des situations assez intéressantes, dont on arrive ou pas à tirer parti, mais qui peuvent parfois révéler des surprises, un peu d'aléatoire aussi. Il faut savoir quand même qu'on est, même dans le mode de difficulté le plus simple, dans un jeu que je trouve assez difficile, dans lequel on va beaucoup subir, mais je trouve que c'est pas... Il n'y a pas l'impression que c'est gratuit, on décide de ce qu'on va subir, en général c'est vraiment la conséquence de nos choix, et thématiquement ça reflète bien les dangers auxquels sont confrontés nos personnages, ce qu'ils ou elles subissent. Moi je trouve que ouais, c'est un jeu vraiment assez difficile, assez punitif, mais que c'est une adversité qui convient bien au thème, et qui pourra évidemment frustrer, mais qui moi me convient bien. Je suis un petit peu moins fan, vous vous en doutez, du côté un peu optimisateur et petit puzzle que dégagent les sensations de jeu, qui en plus peuvent éloigner un peu de l'immersion du fait de vivre une aventure dans la jungle. En coopération, c'est une communication limitée, mais j'avoue que ce petit truc où on peut essayer de trouver le meilleur coup sur une situation donnée, c'est pas du tout ce que je préfère. On est là, on va se dire ah non, on va pouvoir faire ça, puis ça, puis ça, et c'est vraiment le meilleur truc qu'on peut faire avec toutes les cartes. Heureusement, comme dit, c'est un peu limité par le fait qu'on ne connaisse pas précisément ce que l'autre a en main, donc c'est une forme d'inconnu. De ce point de vue-là, je trouve le mode solo assez chouette, puisqu'on va révéler en fait de la pioche des cartes aléatoires qui vont venir s'ajouter à celles qu'on va choisir de placer. Donc évidemment, un peu plus d'aléatoire, ça peut être plus punitif pour un jeu qui l'est déjà, ça apporte moins de contrôle, mais moi j'aime bien la façon dont ça force un peu à s'adapter, et où ça peut créer des situations sur lesquelles on n'a pas entièrement la main, avec parfois des bonnes surprises. Mais en général c'est plutôt des mauvaises surprises et puis on va se dire ah merde, j'aurais aimé tirer autre chose. Donc l'expédition perdue, si vous êtes assez tolérant ou tolérante à la frustration, c'est un jeu que je conseille, qui retranscrit très très bien son thème en termes de justement difficulté. J'avais l'impression effectivement d'avoir à traverser plein d'aventures et on n'arrivera pas à la cité d'Eldorado. En plus c'est servi par des visuels que je trouve très très beaux, très adaptés aussi au thème. Personnellement j'ai pas trop envie d'aller vers son mode compétitif, mais le solo c'est vraiment ma tasse de thé en termes d'équilibre, adaptation aléatoire et contrôle, là où le mode coop ça penche peut-être un peu trop du côté de l'optimisation à mon goût, mais c'est pas non plus rédhibitoire des parties que j'ai fait, donc plutôt une bonne surprise. Alors celui-ci c'est pas vraiment une nouveauté, hein. C'est un jeu que j'ai découvert il y a quelques années, je pense en 2019 par là, ou 2018, à 7 ou 8 autour de la table, et j'en avais eu une bonne impression déjà à l'époque, mais voilà, depuis un an et demi maintenant, j'ai ma passion pour les jeux de pli de Défausse, c'était l'occasion de le retrouver, de le ressortir, d'autant que, bon, Friedemann Friese c'est un auteur passionnant, on va le retrouver plus tard dans la vidéo, j'espère vous parler aussi de lui dans les mois à venir. Je vous conseille d'ailleurs la vidéo du Pionfesseur qui avait fait une vidéo sur son parcours, sur son identité d'auteur aussi, je vous mets le lien, vous savez, en haut à droite, et puis dans la description. Donc Fuji Flush, c'est à pas confondre avec Fuji du même auteur, c'est un bête jeu de Défausse. Son élément principal en fait c'est l'ajout de cartes de même valeur, qui va être joué par des personnes différentes. Donc en gros, si je joue un 2 puis que mon voisin ou ma voisine joue un 2, ça fait 4. Voilà, et ça va permettre d'éliminer les cartes de plus petite valeur. C'est surtout ça en fait la petite spécificité de Fuji Flush, sinon c'est un jeu de Défausse très classique, sans combinaison en plus, c'est vraiment on joue une carte à son tour, et c'est un moyen évidemment, cette mécanique, de donner de la valeur aux cartes les plus faibles, mais surtout, et c'est ça qui est cool, c'est de créer des dynamiques d'alliance autour de la table. On va essayer de se liguer contre un adversaire, on va se dire que les joueurs ou les joueuses suivantes vont renforcer nos cartes, qu'on va empêcher cette joueuse-là à qui il reste 2 cartes de se débarrasser de son 16. Évidemment tout ça c'est aidé par la répartition des cartes, et ça mène à des parties où vraiment la tchatch, la parole prend une grande place, on va pousser les autres à s'allier, on va se demander si on va pouvoir suivre, on va un peu rager quand la personne qui est juste avant nous, elle nous empêche de scorer notre carte, puisque le but c'est de se vider de sa main. Alors par contre, bon voilà, Fuji Flush, c'est un jeu qui est annoncé comme étant de 3 à 8, et honnêtement, en dessous de 5, c'est pas la peine, c'est les mêmes règles, là où dans certains jeux qui sont quand même assez chaotiques, dans certains jeux, quand on joue à moins, il y a un peu plus de contrôle et tout,
Là, c'est pas le cas en fait, on s'en fout, c'est pas un jeu où il y a du contrôle. Le tour de table à 3 ou 4, c'est beaucoup trop rapide, puisqu'on est très peu à poser des cartes, et du coup, ça permet pas en fait aux dynamiques principales du jeu de se mettre en place, et ça donne un jeu qui est assez ennuyeux. Mais à partir de 5-6, c'était vraiment un plaisir à redécouvrir, et également à faire découvrir. Donc si vous aimez le genre du jeu de défausse, qui celui-là est assez accessible, et que vous avez de temps en temps des parties à partir de 5-6, je pense que c'est un incontournable du genre. Alors celui-là, c'est le jeu qui sort beaucoup chez moi en cette période de crémaillère. À sa sortie, je vous avoue que je l'avais un peu snobé, parce que Casper Lab a sorti Gardeners, que j'avais pas trop aimé, même s'il a sorti aussi That's Not a Hat, que je trouve très bien, et également il y avait des retours mitigés, notamment sur l'écriture des questions, et moi je vous avoue que j'avais le sentiment qu'on a déjà joué à ça à peu près une centaine de fois, mais voilà, j'ai vu Paul Garay y jouer, y rejouer, elle me faisait aussi des retours positifs. Fun fact, il a été aussi nommé pour le Spiel des Jahres, et ce qui a achevé de me convaincre, c'est une partie diffusée sur la chaîne de Board Game Geek. Je me suis dit, allez, donnons-lui sa chance. Alors effectivement, c'est pas du tout un jeu novateur en termes de proposition de jeu en groupe. Effectivement, l'écriture des questions est inégale, même si bon, pour ce genre de jeu, c'est facile de récupérer des propositions d'autres jeux ou de créer les siennes, mais voilà, c'est un des jeux que j'ai sorti le plus ce mois-ci, avec des groupes variés, et à chaque fois, en fait, la sauce, elle a pris quoi. Il y a l'idée de se classer comme ça par rapport à autrui qui est bonne, qui est adaptée à la proposition. Il y a ce petit point de règle qui est pour la personne qui se place en premier de modifier en fin de tour sa place, c'est évident, mais ça permet en fait juste de lui donner un peu de latitude et de lui donner l'impression de participer au jeu, parce que sinon en fait la personne n'aurait aucun choix. Alors comme toujours dans ce type de jeu, c'est cool d'essayer de deviner un peu ce que les gens ils ont mis, et surtout c'est un résultat qui va créer des discussions à différents moments, ça va créer des débats sur ce qu'il faut entendre par le terme de telle question avant d'y répondre, et de aussi peut-être, donc ça c'est plutôt des discussions en amont, ah oui mais l'amitié qu'est-ce que c'est, et il va y avoir parfois des discussions plutôt en aval sur le pourquoi on a choisi en fait cette réponse là, voilà, pour justifier un peu ses choix. Également fun fact, ça fonctionne très très bien pour briser la glace, vous savez, les Anglais parlent d'icebreaker, entre personnes qui se connaissent peu, mais ça marche très bien aussi avec des personnes qu'on connaît beaucoup mieux, même si évidemment l'intérêt du jeu va dépendre des questions. Moi j'ai fait des parties avec des inconnus, avec des connaissances, avec des amis, avec de la famille, parfois un mélange entre tout ça, et à chaque fois c'était intéressant et c'était des dynamiques différentes. Avec des inconnus on est vraiment plus dans de la découverte d'autrui, alors qu'avec des gens dont on est plus proche, parfois c'est des réponses qu'on pense connaître, mais parfois on est surpris, ou parfois on trouve la bonne réponse mais à un ou deux près, ce qui suffit entre guillemets pour mal classer ses réponses. Donc là c'est plutôt cool, on est sur des fourchettes plus limitées mais ça marche dans les deux cas. Et alors pour finir, voilà, il y a bien effectivement un système de score pour donner un peu d'enjeu au truc. Bon, il fait le job, il permet un peu de latitude au moment du placement, il permet aussi de réfléchir en termes de fourchette de réponses, mais c'est pas du tout ce que je vais retenir de Fun Fact. Donc je pense pas que Fun Fact c'est un jeu qui fera date, mais beaucoup moins de Casper Lab. Je retiendrai plus That's Not a Hat cette année je pense, mais c'est un jeu qui va je pense rester en fait dans ma ludothèque un certain temps et que je vais sortir régulièrement. Je vous parlais il y a peu de Fujiflush, un jeu de défausse créé par un Allemand. Eh bien passons à un jeu de défausse créé par deux Allemands, et pas des moindres, parce qu'on est passé quand même de Friedman Friese, mais on passe au fameux duo K et K, Wolfgang Kramer et Michael Kissling. Donc c'est Linko ou Abuxod, selon les versions, c'est un jeu qui a pas loin de 10 ans maintenant, il est sorti en 2014. Moi je pense que j'y ai joué il y a quelques années chez Cyrus, mais un peu comme Fujiflush, d'ailleurs Fujiflush c'est aussi Cyrus qui me l'avait fait découvrir je crois, mais c'était avant de tomber dans le terrier de la main, vous savez, le rabbit hole des jeux de cartes. Donc je l'ai redécouvert en mail au Weekend Proxy Jeux, et j'en ai refait quelques parties depuis, et moi-même je l'ai acquis. Donc c'est un jeu très très solide, qui est accessible, qui est taquin, qui pose le dilemme habituel un peu du rythme pour se débarrasser de ses cartes, puisqu'il va y avoir des cartes qui vont être un peu des parasites, des cartes faibles, qui vont rester un moment ou un autre et dont on va avoir du mal à se débarrasser. Mais il y a quand même quelque chose de bien particulier dans l'Inco, c'est cette dynamique de construction de main qui est parallèle à la défausse de cartes, puisque si notre combinaison qu'on joue est battue, la personne qui la bat peut soit récupérer nos cartes, et donc renforcer ses combinaisons à lui ou à elle, ou bien nous laisser le choix de reprendre ses cartes en main, ou bien on peut aussi les défausser pour en récupérer le même nombre de la pioche, une pioche qui est en partie visible, il y a une petite rivière, etc. Du coup ça crée en fait tout de suite des interactions très fortes, que ce soit pour pourrir la main de quelqu'un, pour renforcer notre propre main. Parfois on va essayer de mettre aussi des espèces de bluffs où on espère que notre combinaison va être battue pour récupérer certaines cartes qu'on voit qui vont aider à vider notre main un peu plus vite. Donc ouais, ça crée plein de dynamiques qui sont vraiment cool et qui sont assez originales, mine de rien. Alors je finis par un petit mot sur le jeu à deux.
parce qu'il y a une règle spécifique qui est présente dans les versions actuelles du jeu. Il y a Abluxon ou Linko le duel, et donc ça met en place une personne fictive, comme souvent dans les jeux à deux, hein, je crois que The Crew a une variante de la même manière avec Jarvis, et cette personne fictive, on est obligé de récupérer ses cartes si on base ses combinaisons. Là où les adversaires, on peut dire bah non, garde-les ou défausse-les, je les récupère pas. Le joueur ou la joueuse fictive, on est obligé de récupérer ses cartes. Faut savoir que les jeux du genre, un peu de défausse ou de pli, qui sont catégorisés de 2 à X, en fait souvent la configuration à 2 est assez faible. Il y a quelques contre-exemples, hein, comme 535 dont je vous ai parlé il y a quelques mois, mais je sais que pour ce genre de jeu, j'ai tendance à préférer les jeux spécifiquement créés pour 2. Ici, je trouve que le fait d'avoir proposé une règle vraiment différente, qui est vraiment séparée dans la règle du jeu normal, c'est pas juste une variante, c'est vraiment Linko le duel, ça permet un mode de jeu qui est assez différent et qui est vraiment intéressant, parce que mine de rien, la prise en compte de ce qu'on va être obligé de récupérer, bah, ça rajoute une strat qui mène à des réflexions un peu différentes du jeu de base, j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc un peu comme Fuji Flush, même si Linko est un peu plus complexe à prendre en main, mais c'est un excellent jeu pour découvrir les jeux de défausse et montrer la qualité de création de ces deux vétérans allemands. Éloignons-nous un instant des cartes pour aller vers les dés et autres matériels indispensables du jeu de société, enfin indispensables non, mais en tout cas qu'ils représentent bien, avec une adaptation d'un jeu qui date déjà de 2009, c'était Longshot tout simplement, et l'année dernière c'est un jeu, The Dice Game, donc, qui a fait pas mal de bruit du côté des anglophones. Alors comme dans Ready Set Bet, que je suis toujours curieux d'essayer, on est dans une course épique où on va essayer de parier sur les chevaux vainqueurs. Alors un petit point sur l'éthique. J'ai râlé sur Ark Nova plus d'une fois, ben ici un peu pareil, c'est un thème en fait autour de l'exploitation d'animaux pour le plaisir des humains, le tout enrobé en plus de capitalisme un peu crado, ça peut suffire à éloigner du jeu, à se dire que c'est un jeu de merde de manière tout à fait légitime, voilà, de ce point de vue là c'est pas ouf. Le jeu par ailleurs il invente pas grand chose puisque on peut prendre par exemple le lièvre et la tortue de Gary Kim, on va contrôler aucun cheval, mais en fait on va essayer petit à petit de parier et de faire avancer ceux sur lesquels on a parié. En fait on va lancer les dés, ça va décider de quel cheval avance, et de combien de cases, donc on est dans du très hasardeux, on pourrait se croire dans un roll and move de merde, mais là où situer le choix c'est partout ailleurs, parce que quand un cheval avance, il y en a d'autres qui vont être entraînés par leurs concurrents et avancer d'une case. Une fois qu'on a lancé le dé, qui va donc déterminer aléatoirement qui va avancer, c'est là que le choix se met en place, puisqu'on va pouvoir toutes et tous faire des petites actions sur notre petite feuille pour essayer de tirer parti de ce qui se passe sur le plateau, avec, clairement, il y a un gros feeling de jeu à cocher avec plein de petites options. Il y a une partie de notre feuille où on peut cocher des cases à la Super Mega Lucky Box pour faire déligner des colonnes, pour débloquer des bonus. On peut, c'est un peu le cœur du jeu, parier sur des chevaux, dont on espère qu'ils vont être sur le podium, pour multiplier notre mise. Évidemment, ça va nous coûter de l'argent, donc il va falloir renflouer son portefeuille pour pouvoir continuer à parier. C'est d'autres actions qui vont nous permettre de récupérer de l'argent. On peut même acheter un cheval, ce qui coûte assez cher, mais s'il arrive sur le podium, il va nous rapporter beaucoup, et en plus il va nous donner un petit pouvoir permanent. On peut aussi rajouter le numéro tiré, donc c'est toujours les dés qui vont décider de où on coche, mais on peut dire ok, ce numéro là maintenant, quand tel cheval va avancer, lui aussi. Donc personnaliser un peu les chevaux qui vont bénéficier de l'avancée des autres. Donc vous le voyez, il y a plein de petits trucs à faire ici et là pour essayer de s'en tirer au mieux. À la fin, il y a une petite salade de points assez classique. Et il y a quelque chose d'assez frénétique. Il y a des actions où on peut faire chouiner les autres, parce qu'on peut faire reculer certains chevaux, en faire avancer. Il y a un peu de prise de risque. Tout ça, ça se marie vraiment très bien pour donner un chouette sentiment de jeu, je trouve. Il y a juste un truc, c'est que le jeu donne cette impression de frénésie qui est assez thématique, mais au point qu'on se croit un peu dans un truc simultané au moment de cocher, ce qui est peut-être un peu plus Ready Set Bet, parce qu'on veut tout de suite passer au prochain lancer. Mais le truc, c'est que le jeu il nous coupe dans cet élan en fait, parce qu'on se rend compte que pour pas mal de choses, l'ordre du tour il est important, et que donc on va le respecter. Et donc ça casse un peu le rythme du jeu, notamment ça se joue jusqu'à 8, je pense. Alors on a joué à 3 nous, j'ai joué à 2, c'est un peu moins intéressant, mais à partir de 3 c'est cool, mais je pense que si on joue à 8, ce qui est le maximum en fait sur la boîte, ça doit être très plombant en termes de rythme, puisqu'il faut résoudre les 8 actions dans l'ordre, c'est pas ouf. Mais je pense que en restant de 3 à 6, ça reste assez dynamique pour que le plaisir demeure, mais disons que c'est un poil décevant, surtout vis-à-vis de la promesse qu'on semble ressentir lors des premiers tours, du côté très simultané et très frénétique du truc. En tout cas, je comprends quand même l'enthousiasme que le jeu il a pu provoquer l'année dernière, je trouve qu'il démarque vraiment des autres jeux à cocher qui se ressemblent un peu tous. Je parlais de Raja of the Gange plus tôt, on a tendance à tous les confondre, et finalement un Roll and Write, un jeu à cocher qui se démarque des autres en 2023, c'est déjà pas mal.
Après ce petit détour, on va revenir aux cartes, avec Magic Trick. Alors je l'ai découvert sur l'application dont je vous ai régulièrement parlé, qui est Trickster Stable. Je vous mets le lien dans la description, comme à chaque fois, c'est une super application pour découvrir quelques jeux de cartes dont je parle ici, surtout contre des IA. Même si Magic Trick, vous pouvez y jouer à 4 sans IA, mais il faut savoir que je me le suis aussi procuré en physique, parce que ça fait partie de ces très chouettes découvertes des derniers mois. Donc c'est un jeu qui a été créé par Chris Way, c'est un auteur qui a l'air d'avoir plein d'intéressants designs à essayer, et aussi, pour l'anecdote, c'est le créateur sur Board Game Geek de la Trick Taking Guild que vous pouvez rejoindre si vous aimez les jeux de pli. Alors dans Magic Trick, on voit au dos des cartes les couleurs de celles-ci. C'est pas du tout l'originalité du jeu, il y a déjà pas mal de jeux, notamment de pli qui proposent ça, que ce soit Lose, Nine Lives, Vamp on the Batwalk, ou pour remonter encore plus loin, je crois qu'une des premières itérations, en tout cas connues du côté du monde du jeu de moderne, c'est Alex Randolph qui l'avait proposé, c'était avec Indiscrétion, donc ça date quand même un petit peu. Donc non, c'est pas ça l'originalité de Magic Trick, mais l'originalité ça va être que ces cartes, elles vont être triées par ordre croissant, sachant que chaque couleur va aller avec des valeurs de 1 à 7, ou de 0 à 7 ? De 0 à 7 je crois. Et donc en fait elles vont être triées par notre voisin ou voisine de droite. Et nous, de notre côté, on va organiser celle de notre voisin ou voisine de gauche. Ensuite chacun va récupérer son tas et on va l'étaler face cachée de la plus petite à la plus grande carte. Et ensuite on rentre dans un jeu de pli qui est assez classique, où de base faut suivre à la couleur demandée, et si on n'a pas la couleur, on joue ce qu'on veut, il y a une couleur d'atout qui est le cœur, rien de bien folichon là-dedans. Et également, là aussi rien de nouveau, mais quand on veut au cours de la main, faudra, après avoir joué une carte, en choisir une autre de notre main qui va représenter le nombre de plis qu'on espère faire. Donc classique truc de pari à la Nokosu Dice, où le pari on le fait pendant la manche plutôt qu'au début. Évidemment, on va gagner des points si on atteint ce pari, et sinon, si on ne l'atteint pas, on perd un point par différence avec celui-ci. Là aussi, en matière de scoring, que du très très classique. Alors il y a cette petite variante qui est intéressante, qui rajoute qu'en fait, à la fin de la manche, si on a le même nombre de couleurs que la valeur de notre pari, donc par exemple, si on a parié 3 et qu'on a, dans les 3 plis qu'on a gagné 3 couleurs, on gagne encore des points bonus. C'est plutôt cool, ça rajoute un petit truc. Je me permets de pointer une variante qui est jouée par Jonathan de John Gets Games et qui me paraît intéressante, il en a parlé dans un de ses vlogs d'opinion. En fait, lui, il jouait à la base avec une variante qui pensait pas être une variante, mais que les points bonus, les fameux, ils sont attribués même si on n'a pas atteint notre pari. Du moment qu'on a autant de plis que de couleurs. C'est par exemple, si on a parié, alors je sais plus comment il fait, si on a parié 3 et qu'on a 3 couleurs, ça nous fait des points bonus, ou si c'est à la fin de la partie on a fait 2 plis, on a 2 couleurs, c'est bon. En tout cas, c'est une dynamique qui va permettre de donner pas mal d'autres enjeux, et notamment sur une main qu'on a mal estimée, de se rattraper un petit peu. J'ai pas encore joué avec, parce que du coup sur l'appli c'est la bonne règle, mais je pense que c'est une variante que j'essaierai et que je pense assez intéressante. Mais moi ce que j'aime beaucoup dans Magic Trick, donc c'est comme on a les cartes face cachée, c'est petit à petit la déduction progressive qu'on va faire de nos valeurs, sans que ce soit aussi brain, par exemple, que dans Vamp on the Batwalk, dont je vous parlerai peut-être un moment ou un autre. C'est un jeu qui offre pas mal de souplesse, mais il permet aussi de préparer ses coups, de faire quelques fourberies, puisqu'on peut forcer quelqu'un à suivre à la couleur sur une valeur qu'on pense deviner. Le jeu physique va quand même rajouter un élément qui pourrait être apprécié ou non. Moi je me situe plutôt du côté de ça rajoute des infos que je ne peux pas retenir et que de toute façon je veux pas retenir, parce que l'appli du coup le tri des cartes est automatique. Mais en physique c'est nous qui trions les cartes de notre voisin ou notre voisine, donc on voit ces cartes. Donc on peut dans l'absolu y retenir. Et ça peut être un élément qui va influencer notre jeu. Moi je trouve que dans un jeu qui se base plus sur la déduction progressive de notre main, j'aime pas trop rajouter un élément de connaissance un peu total qui est potentiel. Donc je préfère, comme dans Trickster Stable, l'ordinateur qui me les trie. Évidemment c'est plus compliqué en vrai. En tout cas ouais, très bonne sensation dessus, une chouette découverte du mois. Ça ne deviendra sans doute pas un classique du genre, ni un incontournable de ma collection. J'ai le sentiment que passer les parties de découverte, on va peut-être en faire le tour assez rapidement en termes de dynamique de jeu. Reste qu'il est assez original, il vaut le coup d'être essayé, et surtout il y survit quoi, il y survit à son twist, contrairement à d'autres jeux dont... notamment chez Shinzawa, le twist est vraiment drôle, t'es là et tu te dis ah ouais, je vous avais parlé de Pinkumbi Trio l'an dernier, on a ce twist où on se fait ah c'est trop drôle, mais voilà, dès la seconde partie on se dit que finalement le jeu a pas grand chose de plus à offrir que son twist, alors que c'est pas le cas dans Magic Trick. Maître Renard, je le possède depuis un paquet de temps en fait dans son édition je le possédais dans son édition de Superlude, et je l'avais à peu près acheté à sa sortie, et il y avait vraiment une vraie promesse dans ce jeu à l'aveugle, puisqu'on joue avec des masques sur les yeux, des masques de renard. C'est
finalement quelque chose qui a suffi pour me titiller à l'époque et me faire passer au-delà de sa présentation qui était un jeu pour les enfants. Je sais que moi ça peut me retenir, mais quand la proposition est suffisamment forte, même pour y jouer contre adultes, j'y vais. Alors les années ont passé, finalement j'y avais jamais joué. J'ai mon neveu qui a grandi depuis et du coup au moment de me séparer de certains jeux, je me suis dit bon ça va être l'occasion de lui offrir. Il en aura sûrement un meilleur usage que moi, donc parmi d'autres jeux je lui avais ramené Maître Renard. Me voilà donc en région parisienne après une soirée familiale où il a reçu les jeux que je jugeais pertinents pour lui, mais auxquels moi je jouais pas trop. Et ça a été l'occasion de faire mes premières parties de Maître Renard finalement des années après son acquisition, et j'ai passé de très bons moments. Au début de l'année, je vous avais parlé de Vivarium que j'ai trouvé assez sage, assez inconséquent, assez dispensable. J'en parle parce que c'est le même auteur, c'est Frédéric Venia. Maître Renard, lui justement, il apporte une certaine fraîcheur, même presque 10 ans après sa sortie finalement. Alors évidemment, il y a ce sens qui nous est retiré, qui est la vue. C'est pas le seul jeu à le faire, ni le premier en fait, à nous priver de ce sens, mais c'est suffisamment rare pour qu'on soit peu habitué à nous baser vraiment uniquement sur d'autres sens, en l'occurrence surtout le toucher. Cette idée de base, elle prend forme parce qu'en fait, c'est pas juste un petit twist, elle s'accompagne d'à côté qui sont un peu au service de ce twist. Il y a des formes qui se ressemblent, il y en a qui sont plus reconnaissables. Petit à petit, on va rajouter d'autres pièces qui vont modifier les priorités des pièces qu'on va rechercher. On peut aussi mettre en place, mine de rien, des stratégies de rush pour que les autres aient moins de temps pour prendre les pièces. J'ai adoré moi aussi, pendant mes parties, jouer en parlant en fait, et en trompant les adversaires, en disant ah oui c'est ça qu'il faut prendre, etc. Alors qu'en fait c'était pas du tout le cas, donc je modifiais à l'oral un peu les animaux des cartes qu'on avait vues en début de manche, puisque les animaux qui vont rapporter des points, ils sont indiqués au début de la manche, on les connaît, et il faut les chercher à l'aveugle. Évidemment, ce genre de stratégie à la parlante, ça prend qu'un tour ou deux, après les gens se doutent que je dis n'importe quoi, mais ça suffit en fait pour donner le change, et en plus ça crée une espèce de metagame où par la suite, je disais les vrais animaux, et les personnes du coup, ils croyaient que je bluffais, donc ça crée vraiment une ambiance assez particulière. Je regrette pas de m'en être séparé, parce que clairement il sera plus utilisé entre les mains de mon neveu qu'entre les miennes, mais je me dis que il y a quelques années, j'ai été assez inspiré d'y croire. Maître Renard, il a été remarqué, je crois qu'il a reçu des récompenses. Il est encore vendu, franchement, même en 2023, alors qu'il y a plein d'autres propositions. Il mérite vraiment que vous y intéressiez, que vous soyez enfant ou non. Vous savez de quoi je vous parle depuis que j'ai lancé ce format, de jeu de pli. Et vous savez de quoi d'autre ? De Rainer Knizia. Je le case à peu près tous les mois. Je vous avoue que c'est un peu par hasard parce que j'ai pas spécialement l'objectif d'explorer sa ludographie. Mais voilà, au fil des essais, en fait, il y a un peu tous les chemins qui semblent mener au docteur Rainer Knizia. Et donc, ici, on va mélanger ces deux constantes de ce format avec Miaou, un jeu de pli, donc de Rainer Knizia, que je trouve assez accessible. Je pense que c'est un bon moyen pour initier notamment des enfants à cette mécanique, avec des règles vraiment simple, et que à chaque main, à chaque pli même, va y avoir des enjeux qui sont assez clairs. Donc c'est un jeu où il va y avoir 3 manches qui chacune vont être constituées de 9 tours, et à chaque tour, on sait ce que va prendre la personne qui gagne le pli. Donc c'est sous forme de petits jetons, et ça peut être des points positifs, des points négatifs, ça peut être de quoi se débarrasser de points négatifs en fin de partie, tout ça assez classique. Et donc c'est à nous de naviguer là-dedans, dans cette espèce de manche, pour essayer de tirer au mieux parti de notre main, avec parfois selon le tirage, il va y avoir certaines manches où on va vouloir tout éviter, parce que vraiment il n'y a aucun jeton qui est intéressant, ou il y en a d'autres au contraire, et en général c'est complémentaire, où va y avoir plein de trucs super intéressants, on veut tout gagner. C'est un système très basique, il y a 3 couleurs des 18 cartes, on doit suivre à la couleur si possible, il y a un atout qui est la couleur verte, il y a juste, comme souvent dans les jeux de pli, le 1 qui bat la carte la plus forte, qui est le 18, pour apporter un petit peu de sel et un peu d'imprévu, parce que sinon on sait qu'on a la valeur majeure, là elle peut quand même être battue. Je vous avoue que l'édition est un peu étrange. Les chats sont évidemment tout choupis, surtout ceux sur les cartes vertes, mais les cartes, elles ont un format bizarre, un peu arrondi et tout. L'étui de rangement, il est aussi chelou, parce que c'est une ouverture en fait, alors je sais pas si c'est très parlant à l'oral, mais c'est une fermeture éclair, c'est une espèce de boîte en mousse qui ressemble un peu à une trousse, mais en fait au lieu de l'ouvrir sur le grand côté, c'est sur le petit côté, et c'est pas super pratique pour ranger ou pour sortir les éléments. Il y a aussi une variante avancée qui est dans les règles, qui laisse un peu moins de place au hasard, un hasard qui est vraiment très très présent à 2 ou 3. Pour avoir essayé les deux versions, en fait je préfère quand même sans trop hésiter la version plus simple, je la trouve plus cohérente avec la proposition globale et l'esprit du jeu, même si du coup le jeu à 2 ou 3 est vraiment très très dépendant de la pioche. De manière générale, je pense que je le conseille plutôt à partir de 3. C'est assez étonnant que je le mette comme ça aussi haut dans mes préférences, du moins,
parce que en dehors de ces petites récompenses à gagner à chaque pli, qui est un peu original, qui sort un peu juste du jeu de pli classique, il propose pas grand chose, mais mine de rien ça suffit en fait à donner une dynamique un peu spécifique à notre main et apporter un peu de saveur et d'interaction à l'ensemble. Alors c'est pas le jeu de pli le plus essentiel, ni le plus original que j'ai découvert ces derniers mois, mais en fait comme souvent avec Nisia, c'est une proposition vraiment solide, et encore une fois, je pense que c'est un bon moyen pour faire découvrir ce genre aux plus jeunes. Je passe rapidement sur celui-ci, mais c'est quand même le deuxième jeu enfant que j'ai essayé et aimé ce mois-ci. Pour le coup, c'est Paul Gara qui me l'a fait découvrir, donc merci à elle. J'avoue que vu l'éditeur, donc c'est le Scorpion Masqué, moi j'aime beaucoup la production du Scorpion Masqué en général, donc je suis pas trop surpris d'avoir apprécié, même si pour le coup, je suis pas le plus grand client des jeux des auteurs, pour le coup, surtout de Corentin Lebras, dont j'aime pas beaucoup les jeux. Et donc ici, au-delà du matériel, qui est à la fois pratique et qui permet vraiment une forme de mise en scène, il y a un système qui est très malin, qui va mettre en œuvre la mémoire en fait, mais la mémoire vraiment immédiate, au lieu de utiliser les tropes un peu habituelles des jeux du genre qui sont souvent un peu ennuyeux, même si Antoine Boza a fait un très bon truc avec la chasse aux monstres par exemple. Mais alors, au-delà de la mémoire à court terme, il va jouer sur la surcharge cognitive surtout. Et c'est rigolo parce que Stay Cool qui est chez le même éditeur, il y a un peu de ça aussi différemment. Et en fait, Mia London, il va perdre notre cerveau avec des formes très similaires qui vont nous mettre le doute, même quand on est à peu près sûr de soi. On est là, on est sûr et on se dit « mais vraiment ? Attends, c'était sûr que c'était pas ça ?» Chaque manche se résout très vite, mais il y a quand même sur le jeu une progression globale, selon le nombre de piles, je crois qu'il va créer une espèce de crescendo dans la partie, et ça va éviter aussi aux manches de trop se ressembler, donc ouais, même sur un temps de partie assez court, comme vous le savez, moi la question du rythme n'est pas dépendante de la durée de partie, je peux m'ennuyer sur un jeu de 5 minutes, là pour le coup, la progression générale du jeu fait que c'est pas le cas. Donc voilà, c'est un jeu très agréable, je vous le conseille, sans surprise je suis très mauvais, mais le moment passé était lui plutôt bon. Alors lui, ça fait des mois que je dois vous en parler, parce que ma première partie sur BGA, ça devait être, je crois, vers avril, mais comme ça arrive, et c'est cool, j'avais du mal à savoir quoi en penser vraiment, et je vous avoue que c'est toujours un peu le cas, parce que du coup, au-delà de BGA sur lequel j'ai pu faire plusieurs parties, j'ai pu le tester sur table. En fait, quand je jouais sur BGA, je me disais ouais, faudrait quand même l'essayer sur table, ça peut changer un peu la donne, là où d'autres jeux, en fait, la version numérique, ça suffit pour me faire une opinion, et il y a très peu de chances que mon opinion change en passant à la table. Comme je l'ai dit, c'est toujours un peu difficile pour moi d'avoir un avis clair sur Mind Up, parce que j'aime bien, c'est malin, c'est immédiat. Moi à la base je pensais les petits bonus et malus sur les cartes, là, les plus 1, plus 2, machin, je trouvais que c'était un peu en trop et facultatif, mais finalement, c'est des bonus qui peuvent être décisifs dans le score final, donc c'est qu'ils sont utiles. Le truc que j'aime beaucoup, c'est le caractère cyclique du jeu. La manière dont les cartes qu'on va récupérer, ça va être celles qu'on va avoir dans notre main au tour suivant, avec en plus la petite carte qu'on pioche en plus qui évite les informations totales, ça c'est chouette. Alors ça peut évidemment rendre le jeu très brain, s'il y a des personnes qui arrivent à se rappeler de tout ce qui est tombé. Alors moi c'est pas le cas, vous en doutez, mais je joue plus un peu au feeling, et j'essaye juste de me rappeler des cartes maîtresses, savoir s'il y a la 60 qui est tombée, ce genre de truc. Ça suffit à apporter un peu de contrôle tout en gardant un rythme qui est adapté et sans tomber dans l'analysis paralysis. Mais il y a ce côté forme un peu d'évidence, mais Mind Up, je vous avoue que ce qui m'en écartait un peu, c'est qu'il me paraît toujours cruellement manquer d'une âme en fait. J'ai l'impression que Maxime Rambourg, il a appris sa leçon, il l'a bien appliqué, il a dit allez je vais faire mon 6 qui prend, mon petit jeu de cartes à la 6 qui prend. Alors je préfère 1000 fois le système de Mind Up à 6 qui prend, mais disons qu'en fait je vois un peu toutes les ficelles de game design, toutes les ficelles du truc, ça me paraît avoir été fait pour toucher un public, plutôt que d'être un jeu qui vient du cœur quoi. Mais évidemment, à force est de constater que ça fonctionne très bien et c'est très malin. Ça m'énerve un petit peu en fait, parce que j'ai l'impression de me faire avoir, j'ai l'impression que c'est cool mais qu'on me force un petit peu la main, et c'est pas quelque chose que j'aime trop, mais contre des choses un peu lisses mais contre lesquelles il est difficile de râler, à part de dire ouais c'est pas renversant, ça va pas marquer ma vie de joueur, mais voilà en fait tu passes toujours un bon moment. Pour l'anecdote, ça me fait un peu penser au film de Christopher Nolan, que j'aime pas beaucoup en fait. Si j'aime ses films mais j'aime pas les aimer, je râle souvent sur ses longs métrages, sur les intentions de Nolan, sur un peu les grosses ficelles qui composent ses films, mais à chaque fois que j'en vois un, je suis obligé de constater que je passe un bon moment et que je me fais plutôt embarquer, et dès la fin du film en fait je suis là et je retourne un peu râler en me disant ouais ça a pas de sincérité, ça a pas d'âme, c'est des trucs tout lisses, tout bien calibrés. Alors peut-être que Maxime Rambourg c'est le Christopher Nolan du jeu de société avec Mind Up, je sais pas si c'est un compliment ou pas, je le laisse prendre cette remarque comme il veut, parce qu'après tout Christopher Nolan c'est quand même un réalisateur très important du cinéma contemporain et quelqu'un qui est admiré par plein de monde. Et on va finir cette partie avec, tadam, un jeu de pli. Et oui, encore, mais attention, celui-ci, c'est un mélange avec de la possession d'actions d'entreprise ferroviaire. C'est un peu le jeu de pli qui rencontre le 18xx.
et en beaucoup plus court. Alors derrière ce jeu, c'est quand même Hisashi Hayashi, un auteur japonais qui est assez connu, hein, il a notamment fait String Railways, Metro X, Trains, alors il a l'air de bien aimer les transports en commun ma foi. Mon expérience, c'est juste des parties à 3 et sur Board Game Arena, parce que c'est déjà assez chaud de trouver des adversaires sur BGA. A priori, les votes de configuration sur Board Game Geek semblent indiquer 3 comme la meilleure configuration, et déconseiller la version A5, je saurais pas me prononcer là-dessus. Je crois que les principaux changements, ça va être la file de résolution de plis et puis le nombre de cartes en main, mais voilà, je pourrais pas vous en dire plus. C'est un jeu qui a l'air assez compliqué à trouver, mais il y a un éditeur brésilien qui, a priori, l'a réédité en juin, par là, juin-juillet. Je trouve la boîte absolument magnifique d'ailleurs, je vous avoue que si j'arrive à la trouver à l'international, je la prendrai tout de suite. Le principe fondamental du jeu est assez simple, c'est un jeu de plis, on doit suivre la couleur si on en a, il n'y a pas d'atout pour le coup, et si on n'a pas la couleur, on joue ce qu'on veut. Mais sur les cartes, il y a évidemment donc la couleur, il y a aussi une valeur, mais il y a aussi une valeur de rail qui va parfois se rajouter à celle de la ligne de la compagnie de cette couleur. Donc si je joue du jaune et que elle a 30, si je suis dans un tour où je vais rajouter des rails à la compagnie jaune, je rajouterai 30 à sa valeur. Je ne sais pas si c'est clair, mais peut-être qu'en voyant les images, ça l'est plus. Donc ça va permettre évidemment d'allonger la ligne de cette compagnie et de valoriser ses actions. À chaque pli, on va avancer sur la piste de résolution et principalement on va alterner entre soit récupérer les cartes jouées comme une action de l'entreprise de cette couleur, qu'on accumule devant soi. Et donc l'autre action, j'en parlais un peu, c'est l'agrandissement des réseaux ferroviaires de ces mêmes entreprises, et de temps en temps on place des locomotives qui vont un peu déterminer les cartes qui vont compter pour chaque ligne, et également un petit malus que chacune va avoir. Alors c'est un jeu assez fouillis, c'est sans doute pas le jeu le plus simple d'accès, même si je vous avoue que si on a joué à des jeux de pli, à des jeux de stockholding, donc des jeux où on a des actions d'entreprise, comme par exemple Startups, tout semble assez logique et assez évident. Alors au premier abord, on a l'impression que un peu comme dans Brian Boru, vous savez, le pli, ça sert la conquête de territoire et les histoires de majorité, mais c'est pas le cœur. On a l'impression que dans Trick of the Rails, ça va être un peu pareil, et qu'en fait, le cœur, ça va être la prise d'action, ce qui est un peu le cas, et que le pli va être un peu accessoire, et effectivement, le score final, ça va dépendre des actions qu'on a accumulées. Mais mine de rien, et même en numérique, ce qui n'est pas forcément une façon de jouer qui facilite ce sentiment, je trouve que quand même on rentre assez vite, et plus que dans Brian Boru par exemple, dans des dynamiques assez familières des jeux de pli, où on va regarder nos coupes, on va essayer de se faire des coupes pour sécuriser les actions, ou pour valoriser telle ligne, donc il y a quand même cette histoire de savoir qu'est-ce qui est tombé, comment prendre la main, etc., beaucoup plus que dans Brian Boru je trouve. Alors j'ai toujours un peu de mal avec le flux de jeu, ça me paraît en fait un peu brouillon, c'est pas un jeu très élégant, c'est aussi un peu chiant à expliquer mine de rien, mais je trouve que c'est un jeu qui a beaucoup de charme. Je trouve que les jeux qui utilisent des actions à se partager, que ce soit les cube rails, tout ce que les anglophones appellent les shared incentives, c'est toujours des jeux qui sont pourvoyeurs d'interactions assez fortes, des rivalités, ce genre de trucs. Et Trick of the Rails, il fait pas exception de ce côté-là. On va regarder ce qu'ont les autres, on va essayer de pourrir certaines entreprises, autant de dynamique que moi, j'aime beaucoup. Et en plus, pour le coup, à 3, c'est vraiment lisible de voir qui a combien d'actions et comment on va pouvoir un peu les pourrir ou tirer son épingle du jeu. Alors j'attends de voir quand même si un jour j'arrive à y jouer en physique pour voir si les qualités du jeu elles se renforcent, auquel cas en fait je vous avoue que il pourrait tout à fait rejoindre le clan des tops, même s'il y a un petit je sais pas quoi, qui peut-être que c'est le côté brouillon ou qu'il y a un peu trop de trucs, ce qui continue de me laisser un peu désorienté à chaque partie et où je suis pas entièrement convaincu, mais je demande qui y joue en physique. Bon, vous l'avez vu, ça faisait beaucoup de jeux dans cette dernière partie. La dernière qui va venir sera un petit peu moins garnie. Et alors il y avait aussi pas mal de jeux de cartes comme vous l'avez constaté. Et sachez que pour une fois, dans les tops, il n'y aura pas un seul jeu de pli ou de défausse. On est parti donc, allons-y pour voir les parties et les jeux qui m'ont marqué le plus positivement au cours du mois de juillet. On va commencer par deux sorties de cette année, mais qui pourtant, en fait, c'est plus ou moins des vieilleries. Ça confirme ce vieil adage, vous savez, sur les vieux pots et les meilleures soupes. Alors d'abord, Expédition, qui est suivi pour cette version du sous-titre Autour du monde. C'est un jeu d'un auteur dont on a déjà parlé aujourd'hui, c'est Wolfgang Kramer, qui, alors pour la première version du jeu, était accompagné à l'autorat par Ursula Kramer, et elle a disparu a priori des éditions qu'on suivi pour une raison que j'ignore. Alors la première version, elle date de 1985 quand même, donc bientôt 40 ans. Elle est sortie en France sous le nom de Grand Safari,
en 87, peut-être que vous la connaissez sous ce nom-là si vous étiez déjà né et que vous jouiez à cette époque. Il y a eu quelques refontes qui ont précédé celle de cette année. Expedition, c'est un jeu qui est très fort dans la manière dont il parvient en fait avec des règles et des dynamiques assez évidentes à créer des interactions vraiment fortes autour de la table, et c'est des interactions qui vont découler directement du système de jeu, c'est pas des interactions qui vont paraître forcées par le système. C'est une proposition qui est toujours, je trouve, assez original en fait de faire progresser des expéditions, mais les expéditions elles sont la propriété de personne. Chaque expédition peut être manipulable par toutes et tous, et du coup c'est naturellement que vont se mettre en place des lieux dans lesquels on est plusieurs à vouloir aller, ou des zones dans lesquelles on est plusieurs à vouloir aller. A contrario, quand on voit quelqu'un prendre un peu d'avance, on peut aussi se mettre à plusieurs pour faire en sorte de l'éloigner des zones qui peuvent l'intéresser. Mais tout ça, c'est à la fois facilité et contrable grâce au cas spécial, aux tickets, aux boucles, et c'est un jeu qui va naturellement faire naître beaucoup de paroles autour de la table. On va aussi tenter d'influencer les autres pour les pousser dans telle direction, avec évidemment bien souvent un plan derrière la tête. Il y a ce mélange d'objectifs communs et privés qu'on peut valider autour des autres, en tout cas pour les objectifs privés, et ça permet aussi cette incertitude-là qui fait qu'on ne sait jamais si on n'est pas en train de faire le jeu d'un ou d'une adversaire. Vous pouvez rajouter aussi à ça que mes parties à deux, même si elles sont un peu moins vivantes, c'est aussi très très chouette, et vous obtenez un jeu qui a vraiment une forte identité, beaucoup plus d'âme que la plupart des jeux qui sortent aujourd'hui et qui en fait... Les jeux qui sortent souvent aujourd'hui sont calibrés pour plaire à un certain public, et un public qui peut jouer à Expedition qui est pas calibré pour eux. En fait, c'est pas un calibrage nécessaire pour atteindre la cible, c'est plutôt le calibrage s'attend à lisser les propositions, à les rendre un peu toutes similaires, un peu sans âme, alors qu'en fait, on peut toucher ce public en ayant une âme au début. Alors malgré l'amour que j'ai pour le jeu et le plaisir de le voir revenir et de mettre la pâtée à plein de sorties de ces dernières années, il y a quand même quelques bémols de nature. Tout d'abord, il y a un ressenti qui part à mon goût un peu trop dans l'optimisation, parce qu'il y a les différents bonus, il y a les boucles, il y a les tickets, et trop souvent on se retrouve, je trouve, à passer un peu trop de temps pour chercher vraiment le meilleur coup du tour, à compter là je vais pouvoir faire 3 coups, là je pourrais en faire 4, et qu'est-ce que ça va m'apporter. Alors évidemment c'est des combos qui sont assez satisfaisants, mais ça peut aussi mener à ce genre de pratiques qui pour moi nuisent un peu au rythme du jeu, et notamment ça peut mener un adversaire après notre tour à dire « Eh mais regarde en fait, il y avait un meilleur coup, t'aurais pu faire ci et ça ». Et c'est pas quelque chose que moi j'aime trop. C'est pas la réaction de l'adversaire que j'aime pas, ça à la limite pourquoi pas, c'est plus le fait qu'Expedition puisse amener ce type d'optimisation. L'autre gros souci, c'est plus du côté de l'édition, avec, je trouve, un fort impact sur le rythme et le ressenti du jeu. Pour faire court, moi je peux pas retenir les cartes que j'ai en main et que je peux valider à tout moment. Surtout à 2 ou 3 où on en a 12. Du coup, à chaque fois que quelqu'un est en une expédition, hop, on fait une petite pause. Il faut faire un tour de table pour vérifier si personne ne valide un objectif. Et puis si c'est le cas, alors on continue le tour. Je trouve que ça casse vachement la fluidité que devrait avoir le jeu, même si petit à petit le fait qu'on réduise notre main en validant des objectifs, ça réduit le problème petit à petit. La carte du monde en haut à gauche, alors elle est chiante à consulter quand on tient ses cartes de manière gauchère, mais quand même c'est une petite aide qui est la bienvenue. Et alors je me permets quand même de citer un avis contraire de la part d'Aurélien, avec qui on a pas mal échangé sur le Discord du passe-temps, et c'est un avis que je comprends et que je trouve assez pertinent, c'est que c'est un chouette design en fait qui effectivement peut casser le rythme, mais qui force tout le monde à être concentré pendant le tour des autres. On va regarder le plateau, on va regarder ce qui s'y passe, plutôt que de attendre son tour en étant juste spectateur ou spectatrice, en allant sur son téléphone ou quoi. Ça force à être focus sur le jeu. Un petit instant aussi quand même sur les objectifs communs. Alors ils sont un peu moins relous à valider que les objectifs privés, puisqu'on peut les valider qu'à son tour de jeu, on peut pas les valider pendant le tour des autres, donc il n'y a pas lieu pour chacun ou chacune de vérifier à chaque action si oui ou non on le valide. Mais c'est des objectifs qui sont connus, tout le monde les voit. Et du coup je comprends pas pourquoi ne pas avoir mis des petits anneaux, un peu comme ceux de Brian Boru, pour par exemple les symboliser sur la carte pour rendre le tout plus lisible. Moi de mon côté je mets à chaque fois un élément pour les symboliser, que ce soit un élément de jeu ou un élément que je prends à côté. Je trouve que ça simplifie vachement la lecture. Alors ça gomme pas le problème des objectifs privés, mais au moins les publics sont plus lisibles, et je vous avoue que je comprends pas trop que ce soit pas le cas à la base. Alors ces deux petites choses, ça va pas enlever grand chose à l'admiration que j'ai pour le jeu, au fait qu'il soit je pense parmi les meilleurs que j'ai joué cette année, mais quand même à chaque fois que je pense à Expedition j'ai cette admiration là, mais j'ai aussi ce petit goût amer en termes d'expérience de jeu à chaque partie, pendant la partie et après. Et enfin juste un petit mot pour finir sur la vidéo du passe-temps qui est consacrée au jeu, je vous la mets en lien, elle est très très chouette, je vous invite vraiment à la consulter. En termes de niveau technique et de réalisation et de mise en scène et tout, c'est quand même autre chose que ce que je propose et autre chose que ce que dans l'ensemble propose le YouTube francophone ludique. On peut bondir d'une vingtaine d'années, on va passer de 85 à 2008 avec Fauna. Fauna, c'est un jeu dont j'entends que du bien depuis des années, d'abord par Cyrus de Proxy Jeux, il y a aussi Kat que je salue, et puis plus récemment aussi avec la ressortie, il y a le passe-temps qu'on a dit beaucoup de bien, parce qu'il est ressorti chez nous avec Ataliage.
Alors tout à l'heure, on était passé de Friedman Freezer à Wolfgang Kramer avec Fuji Flush et Linko, rappelez-vous. Et ben là, on va faire l'inverse puisque Expédition c'était de Kramer et Fauna c'est de Freezer. Et avec un couple d'amis, alors pour l'anecdote, on se promenait avec eux dans une boutique strasbourgeoise bien connue et ils hésitaient sur des jeux à acheter. Et moi, je vois celui-là. Dont un ami, un des amis en question, du couple en question, il avait entendu parler chez le passe-temps, et moi je leur disais ah ouais, et puis de toute façon j'ai des très bons échos depuis longtemps, et donc ils finissent par l'acheter. Et quelques jours plus tard, on l'essaye à 6, et le couple en question, ils avaient essayé eux à 2 depuis leur achat, et effectivement, c'est la claque immédiate, c'est l'impression d'une évidence, à côté de laquelle je suis passé pendant des années. Comme pour Expédition, il y a une espèce d'élégance dans la manière dont les interactions et les dynamiques vont se créer de manière très naturelle, les subtilités du jeu, elles vont se révéler par un game design qui est très très clair, mais c'est un game design qui permet à toutes ces subtilités d'émerger. Déjà, le mélange entre jeu de connaissances et jeu de placement, c'est quelque chose de relativement original de base, mais Fauna va beaucoup plus loin que ça. Alors évidemment, il y a les animaux, il y a ce qu'on sait d'eux, même si à moins de tomber sur des experts ou expertes, on est plus dans des approximations, des intuitions, qui parfois vont révéler d'incroyables surprises, et ça c'est déjà très cool, mais déjà ces animaux ils vont être représentés par des illustrations, et on va les regarder, on va faire des comparaisons, on va faire des estimations, si on voit la queue, qui est un des éléments sur lequel on peut miser, on va essayer de l'estimer un petit peu vis-à-vis de la taille totale de l'animal. Ensuite il y a aussi l'effet d'entraînement, de suivre certaines personnes qui semblent assez sûres d'elles, ou parfois on a l'impression qu'elles maîtrisent le sujet. Un peu comme dans un Gambit 7 par exemple, je trouve que ça permet de s'en sortir dans le jeu en connaissant les gens autour de la table plutôt que les réponses aux questions. Et évidemment, ça entraîne aussi le pendant, c'est du possible bluff, où on pose un cube avec beaucoup d'assurance alors qu'on connaît pas du tout la réponse, mais que quitte à ne pas connaître la réponse, autant faire croire aux autres qu'on la connaît et entraîner les autres dans notre chute. Il y a aussi un peu de blocage, pour le coup ça peut pas mal désavantager les dernières personnes à jouer, puisque les places les plus a priori évidentes, elles vont déjà être prises, mais il n'y a pas que ça, il y en a encore plus. C'est la manière de marquer des points, le scoring, en fait, qui est très simple, mais qui permet de mettre en place des dynamiques super malines. Évidemment, le jeu va récompenser les bonnes réponses, les réponses exactes, mais il va beaucoup fonctionner, et sur tous les domaines, sur le système d'adjacence, qui va aller avec l'effet de groupe dont je parlais un peu plus tôt. Et selon le nombre d'animaux, selon le nombre de régions où ils vont être présents, on va peut-être plutôt viser la taille ou le poids, qui va peut-être un peu plus rapporter, mais qui est peut-être un peu plus risqué. Mais attention, si on pose trop de cubes, qu'on fait trop de paris, on va sans doute en avoir moins pour les tours suivants. Ah ouais, mais regardez-moi cette région-là. Cette région, elle est adjacente à vachement plus d'autres régions que celle-ci. Donc si je me mets dessus, quand bien même c'est peut-être pas la bonne réponse, j'ai plus de probabilité que ça touche une région juste. Donc vous le voyez derrière, juste le fait de placer un cube à son tour, il y a plein de strates qui vont se mettre en place pour essayer de marquer des points. C'est plein de subtilités qui sont absentes de tant de jeux qui, encore une fois, sont à visée familiale qui sortent ces dernières années, mais en fait, c'est plein de subtilités qui n'enlèvent rien du tout à l'accessibilité et à l'immédiateté de Fauna. Juste, contrairement à des jeux qui parfois sont inutilement complexes, qui vont un peu, juxtaposer de la chantilly, vous savez qu'on mettrait sur du beurre, qu'on mettrait sur de la pâte à tartiner, et ça rend un truc qui est assez indigeste. Ici en fait, il y a une espèce de préparation de base et tout va se lier autour de cette préparation de base et chacun des goûts va révéler sa pleine saveur de cette manière. Le seul bémol, ça va rejoindre un peu celui sur l'édition d'Expédition. Je trouve, et a priori des images que j'ai vues, c'est pas spécifique à la réédition, que le plateau est parfois pas très lisible. Ça manque notamment de clarté sur les limites entre les régions. Je trouve que elles auraient pu être délimitées de manière un peu plus claire pour éviter les questionnements sur des adjacences ou sur le fait qu'un espace, je crois que c'est l'Antarctique ou l'océan Arctique, est-ce que c'est une ou est-ce que c'est 3 régions? C'est des petits trucs, mais ça pourrait être amélioré. Et également, mais alors pour le coup c'est encore plus anecdotique, à 6, le tout début de partie il est un peu relou en termes de pointage des points, parce que on commence à peu près tous à marquer les mêmes nombres de points, et c'est un peu pas très pratique pour placer les cubes. C'est quelque chose qui se délie rapidement en même temps que les scores s'écartent, donc c'est pas grand chose, et honnêtement en fait, quand on en arrive là pour mettre un peu de nuance sur notre avis, c'est qu'on est un peu face à un petit chef-d'œuvre. Partons en 1520 un instant, alors que François Ier et Henri VIII ils se rencontrent pour améliorer les relations entre la France et l'Angleterre au sein d'un festival somptueux qui va donner son nom au jeu, le camp du Drap d'Or. Alors on est dans du jeu à deux, dans lequel l'autrice dit avoir voulu retranscrire certaines sensations des années 90, en plus de mettre en jeu une part de son imaginaire d'enfant. C'est un jeu rapide, c'est en général moins de 30 minutes, c'est rythmé, c'est tendu. Moi c'est ce que j'aime comme sensation dans les jeux à deux, c'est un game design qui est assez concentré, il n'y a pas beaucoup de petits détails ici et là. Je trouve que le plus anecdotique du jeu ça reste le système de collection, la manière dont vont scorer les tuiles qu'on va récupérer, même si je trouve que la plupart des actions, pour scorer justement, ça va nous forcer à nous séparer de ces tuiles. Et on n'a pas toujours envie de s'en séparer, même si ça nous rapporte un peu de points. Donc c'est assez intéressant en termes de tempo et de frustration. On pourrait considérer les tuiles or un poil fortes,
Je crois que ça a été un peu fixé dans la nouvelle édition qui remplace justement certaines tuiles or par des joyaux, je crois, et qui marche encore un peu différemment. D'ailleurs, cette version-là, la version de cette année, qui est là pour les 503 ans, je crois, du camp du Drador, c'est disponible en ligne sur le site Rally the Troops, que vous avez en fond, que moi j'ai découvert ce site avec la sortie de Field of Cloth of Gold dessus, et il y en a quelques jeux qui me font envie dessus. Ce que je retiens du jeu, c'est surtout deux choses. D'abord, il y a ce scoring final où on va marquer des points grâce à nos tuiles, les tuiles or, les fameuses, et en fait le nombre de points qu'on va marquer par tuile, ça va dépendre de comment on a avancé au cours de la partie. Plus on a avancé, et moins elles vont rapporter. Ça donne une dynamique bien spéciale, puisque parfois on veut pas gagner des points, parce que la perte qu'on va avoir en termes de tuiles or va être plus grande que ce qu'on retirerait des quelques points gagnés à ce moment-là. Inversement, parfois on veut pousser l'adversaire à gagner quelques points pour le faire passer à la ligne suivante et dévaloriser ses tuiles or. Et l'autre point sur lequel je voulais revenir, qui est peut-être je trouve la chose la plus intéressante du jeu, c'est comment on récupère ces tuiles qui nous rapportent des points. En fait, à notre tour, on va pas prendre des tuiles, on va déclencher une action en se plaçant sur une des zones du plateau, mais pour ça, à chaque fois, on va donner à notre adversaire la tuile qui est en dessous de l'action, qui forcément va lui être plus ou moins utile. C'est forcément un moment qui va lui rapporter des points. Alors c'est un simple geste de donner la tuile, mais il y a un côté thématique à ce geste-là, puisqu'il représente un peu les cadeaux que pouvaient se faire les deux royaumes à cette occasion. Je trouve que c'est une thématisation qui est assez élégante, qui passe par la mécanique et par le geste, et surtout ça crée un sentiment bien particulier, parce qu'à chaque tour on est réticent à jouer, et on sent que le cadeau, et là aussi c'est thématique, on le fait un peu à contre-cœur parce qu'il faut bien. Finalement on a donc un jeu assez sec, que je trouve assez coupe-gorge, qui est immédiat, mais dans lequel le tempo est pas forcément facile à trouver. On peut assez vite se faire distancer, il y a aussi une question de tempo sur la prise des tuiles qui vont être un moyen de mettre fin à la partie, mais je trouve qu'aucune des parties que j'ai pu faire ne s'est révélée vraiment frustrante. C'est un jeu qui donne l'apparence d'offrir des choix limités, puisque assez rapidement on va pouvoir bouger qu'un de nos deux jetons sur une parmi deux cases, donc c'est quand même assez serré, mais en fait chaque mouvement a plusieurs implications, puisque ça va décider de la tuile qu'on va offrir, de l'action que ça va déclencher, des tuiles qu'on va révéler, des tuiles qu'on va supprimer, des points que ça va nous rapporter. Ça va aussi avoir un impact sur l'espace qu'on va libérer. Voilà, il y a quand même pas mal de petits trucs qui sont par ce simple choix mis en place. Je trouve que c'est un jeu, The Field of the Cloth of Gold, qui s'embarrasse pas vraiment de multiples couches, et comme je l'ai dit un peu pour les jeux précédents, en fait ce serait vachement indigeste sans apporter forcément grand chose de rajouter plein de trucs. C'est un jeu, je trouve, qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut mettre en avant, qui sait aussi comment le mettre en avant, et de la même manière que les deux jeux précédents, il parvient en fait à créer des sensations et des émotions qui sont assez nombreuses, tout en restant assez droit dans ses bottes, et en faisant en sorte en fait que ces émotions, ces sensations, ces dynamiques, elles découlent naturellement de la mécanique, plutôt que de les forcer par tel ou tel moyen, et c'est peut-être une des caractéristiques des jeux plus anciens, notamment peut-être les jeux des années 90 qui ont inspiré a priori Amabel Hollande pour cette création. Celui-ci grandit depuis mes premières impressions. Au début, je râlais un peu en mode ouais, bon, ok, encore un jeu d'association d'idées par image pour faire deviner un truc, on connaît. Codenames Pictures faisait ça très bien, Stella aussi. Allez, vous rajouter de la coop pour faire le mot malin des images, allons-y. Et effectivement, il y a un peu de ça. On retrouve des sensations qui sont assez familières dans les jeux du genre. Va falloir faire deviner à l'autre un objet en utilisant des associations qui peuvent prendre différentes formes. Est-ce qu'on va jouer plutôt sur la couleur, sur le sens, sur l'usage, sur la prononciation? J'en passe, et des meilleurs. Mais en fait, Focus, et pourquoi il finit dans ces tops, c'est que c'est pas que ça. En tout cas, c'est pas juste ça qui le rend génial. Même si c'est, moi, ce genre de sensation, quelque chose dont je suis assez client de base. On se rend vite compte que Focus, il a des spécificités du fait de son format, tout ça évidemment étant renforcé par les illustrations de Simon Caruso, qui sont très cool. Le fait que ce soit juste à deux, que ce soit coopératif, que ce soit sur une même grille, tout ça, ça fait que plein de stratégies se mettent en place, des stratégies qu'on pouvait retrouver par exemple dans Codenames. Alors évidemment, il y a l'ouverture, le coup d'ouverture avec cette idée qui est bienvenue de cartes qui sont écartées pour éviter le coup de pas de chance de retourner tout de suite la carte qu'il fallait pas. Et plus tard, elles servent quand même aussi parce qu'elles peuvent permettre de temporiser. Alors souvent, on commence par prendre des trucs qui vont évoquer la carte qu'on doit faire deviner. Mais il y a toujours dans Focus ce petit moment de rupture où on essaye surtout de prendre des cartes qui vont pas être celles que doit nous faire deviner notre partenaire. Mais est-ce que notre partenaire, il a lui aussi, ou elle aussi, identifié ce moment de rupture? C'est important parce que sinon on va pas être sur la même longueur d'onde. On risque si c'est pas le cas, on risque de perdre notre partenaire dans notre logique. Il y a aussi des coups où, plutôt que de progresser vers notre carte, donc de donner des indices sur notre carte, on va juste éliminer des trucs dont on pense qu'ils peuvent peut-être entraîner un doute chez notre partenaire. Ah, j'ai pris le serpent, ça va peut-être le faire penser à l'animal, donc j'enlève le cheval, même si le cheval va pas être un indice sur la carte que je dois faire deviner. Et souvent,
quand on fait ça, c'est le moment où l'autre personne, elle ouvre des grands yeux parce qu'elle était sûre que c'était la carte qu'on devait faire deviner. Il y a toutes ces petites strates là qui, je disais, dans Fauna, il y a plein de petites strates qui se superposent de manière intelligente. Et là aussi, ça se juxtapose des deux côtés, pas forcément au même moment, avec parfois il y a des parties très déséquilibrées, avec justement une carte qui est très facile à trouver, avec des indices faciles à identifier. Encore faut-il que notre partenaire ne nous pique pas les cartes et que la sienne ne soit pas de celle-ci des cartes qui vont nous servir d'indice. Donc évidemment, même si ça peut paraître plus simple, c'est pas forcément le cas, ça va dépendre de la situation et du contexte. Et des fois, il y a aussi, au contraire, des situations très très galères où chaque carte qu'on va prendre, on n'a pas envie d'en prendre parce que tout est ultra capillotracté et à tout moment on sent que notre partenaire va se planter et à vrai dire on le pardonnera sans peine parce qu'on sait que c'est super chaud à trouver. Alors Focus propose aussi plusieurs modes de jeu qui introduisent des dynamiques assez différentes, mais j'avoue que je préfère continuer à me confronter à celui de base, parce qu'en vrai, de toute façon déjà de base, je gagne qu'en grande minorité. Je trouve qu'il y a le mode, je crois c'est Sherlock, qui propose d'interrompre la partie si les deux personnes pensent avoir trouvé la carte de l'autre, donc du partenaire. Je vous avoue que je crois que c'est présenté comme plus compliqué, mais moi ça me donne le sentiment d'être plus évident, parce que justement, il y a cette histoire de tempo dont je parlais, de confusion progressive, qui a pas le temps de se mettre en place. Moi, plusieurs fois, c'est arrivé que ma première intuition, ce soit la bonne, parce que en fait, les premières images qu'on va prendre, souvent, ça va être les plus proches de celles qu'on veut faire deviner. Mais que petit à petit, dans le mode normal, mon esprit il se perd, il aille ailleurs, au fil des cartes prises, là où dans le mode Sherlock, en fait, j'aurais proposé l'interruption après une ou deux cartes, et je pense que la plupart du temps, j'aurais eu raison de le faire. En tout cas, je suis ravi que j'avais un avis effectivement enchanté, mais un peu râleur, un peu comme pour Mind Up. Pour le coup, je suis passé sur Focus à le considérer comme un jeu qui va marquer mon année dans les jeux à deux, et même sans doute dans les jeux de manière générale. Allez, un peu de jeu de rôle pour finir, un format dont je crois que je vous avais pas parlé depuis mon retour sur Alice is Missing dans le bilan 2022. Alors en fin de saison de Proxy Jeux, j'ai enfin pu essayer un jeu créé par Melville, une autrice dont je possède quelques ouvrages et moi j'adore à la fois l'écriture et les univers qu'elle propose. Et alors dans Quelque part sur la route, il n'y a pas de meneur ou de meneuse, même si Paul Garas est chargé d'organiser la session et de préparer une chouette playlist pour notre petit voyage. Un voyage parce que Quelque part sur la route, c'est un road trip en van où on va chacun et chacune porter un nom de mois. Moi, je crois que j'étais juin par exemple, avec quelques caractéristiques qu'on va définir. Et le système, il est accompagné par un système de jetons à dépenser pour certaines actions qu'on peut pas faire seul. Par exemple, moi, si je voulais dormir seul, j'étais obligé d'utiliser un jeton. Et ces jetons-là, on va pas les avoir de base, on va les récupérer en fait en créant des interactions avec nos partenaires de jeu. C'est un peu, si vous voulez, comme des récompenses pour avoir provoqué telle ou telle réaction, telle ou telle interaction. La force de Quelque part sur la route, c'est pas forcément ce système-là. Personnellement, je l'ai pas beaucoup utilisé parce que je trouve que ça m'éloignait de l'immersion en forçant les interactions. Je trouve que la proposition initiale, c'est vraiment ça qui est la force du jeu, qui est renforcée par l'écriture du livret, des personnages. C'est un jeu où les situations créent des discussions assez libres, parfois des trucs anecdotiques, parfois des discussions plus profondes, plus presque existentialistes, parfois juste des blagues, et le tout se crée de manière assez fluide, et je trouve que c'est une fluidité qui pourrait être un peu mise à mal par les jetons en question, en voulant se forcer à les utiliser ou à les récupérer. Alors je précise juste qu'on a joué en ligne, et que peut-être que cette mécanique de jetons c'est plus naturel si on est réellement ensemble, puisqu'on le ferait par le geste plutôt que de verbaliser le tu prends un jeton, ou bien ah bah j'utilise un jeton. De même, on n'a pas trop utilisé le système de cartes à récupérer ou à échanger à certains moments. Là aussi c'est des éléments qui peuvent permettre de relancer la narration, peut-être que c'est un peu plus utile en présence physique, et si je vous avoue qu'on n'en a pas du tout ressenti le besoin. Le résultat, c'est une session où on a joué je pense 2 bonnes heures à parler de la vie, avec une bonne playlist, à rencontrer des petites péripéties, à provoquer des arrêts sur la route dont je me souviens encore, à parler aussi de moments plus tristes sur le futur de notre groupe. Alors, je joue pas des masses au jeu de rôle, mais je vous avoue que c'est une forme très libre et très axée sur des discussions assez naturelles, et moi ça me convient très très bien. Et je pense que dans ce médium, dans ce loisir, le jeu de rôle, c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller, plutôt que dans des trucs au système parfois un peu alambiqué, qui pour moi vont enlever un peu cette spontanéité que j'ai trouvée dans Quelque part sur la route. Si ça vous intéresse, on a enregistré l'épisode, je vous le mets en description, donc on a enregistré la partie complète, et ensuite on a aussi enregistré un débrief où on a confronté un peu nos expériences et notre regard sur la proposition en tant que jeu de rôle. Moi j'avais un bon a priori sur les travaux de Melville, et cette partie ça a été vraiment l'occasion de les confirmer et de me donner envie de prolonger un peu l'exploration de sa ludographie. De très belles choses donc ce mois-ci qui a été plein de très chouettes découvertes malgré comme toujours les quelques déceptions de début de vidéo. J'espère que vous aussi vous avez découvert des jeux, que certains vous ont rendu curieuse ou curieux, et surtout que vous avez passé un bon mois de juillet d'un point de vue ludique. Normalement on devrait se retrouver début septembre par là pour les jeux découverts en août. En attendant, je le redis, je l'ai déjà dit dans l'intro, mais n'hésitez pas à partager cette vidéo,
à lâcher le petit pouce qui va bien et à indiquer dans les commentaires ce que vous avez pu découvrir, les choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, ou juste vos découvertes récentes. Prenez bien soin de vous, pensez s'il fait chaud chez vous, que c'est très ensoleillé, pensez à la crème solaire et à vous hydrater, et surtout en août, passez de belles parties. Ciao!